Salut à tous, c'est Feren. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de mon podcast Le Bloc. Donc aujourd'hui, on est bien sûr avec un nouvel invité. Présente-toi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Sam, j'ai 41 ans, j'habite à Lyon et je suis content d'être présent aujourd'hui. Content également de te recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est avec Sam. Sam, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours en détail? Ça veut dire aujourd'hui, tu as 41 ans. Est-ce que tu peux par exemple commencer par nous présenter dans les grandes lignes ce que tu as fait dans ta jeunesse et ce que tu fais aujourd'hui? Par exemple, voilà, de ta vingtaine jusqu'à ta quarantaine aujourd'hui. Moi j'ai eu un parcours plutôt chargé. Si on devait me comparer à quelqu'un, on me comparait un peu à une série qui s'appelait à l'époque Jarod, le caméléon qui avait plusieurs métiers. Donc j'ai eu énormément de métiers et énormément de passions. J'ai commencé, on va dire, principalement dans l'univers des geeks à l'époque. Beaucoup dans de l'informatique, du hacking. J'ai travaillé aussi dans la fonction publique, j'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé à mon compte et j'ai vécu d'énormément de passion. D'énormément de passion. Et du coup, cette passion, par exemple, elle a commencé du coup par le domaine informatique, en parlant du hacking. Ça, c'était à quel âge? Ah, le hacking, ça a commencé très tôt. Le hacking, ça a commencé très tôt. Faut savoir que mon premier PC, j'étais quand même beaucoup plus précoce que les gens. J'ai eu mon premier PC, je devais avoir à peu près 12 ans. Ok, ouais. Donc à l'époque, un PC, les gens ne savaient même pas ce que c'était un PC. J'ai commencé sous Windows 3.11. Ok. Une version que j'ai même pas connue. J'étais même pas né, je crois. Ah, la version 3.11 J'ai commencé avec ça, il me semble que c'était avant la guerre du Golfe, donc en 91. Donc, et on avait au tout début, je prenais même des cours d'informatique, de toute façon il n'y avait que du codage. Et on avait des disquettes des 5.11, là, des grosses disquettes en carré en papier. Et moi j'avais quelque chose de révolutionnaire, j'avais la disquette 3.11, la toute petite disquette. Donc Windows 3.11 c'était la première, on va dire, interface graphique de Microsoft, quoi. Parce qu'avant c'était que de la ligne de commande du DOS, quoi. Ok. Et du coup, t'as eu ton premier ordinateur à 12 ans. Et comment t'es arrivé à faire du hacking? Et quand tu dis hacking, t'as fait quoi exactement? Du hacking, qu'est-ce que Alors ça, qu'est-ce Non, que mais j'ai ça fait va. exactement? Quand tu dis hacking. Exactement, bon, mon premier hacking, il devait être, je devais avoir peut-être 15-16 ans. Et j'ai peut-être réussi à pénétrer dans l'ordinateur d'une personne, d'une cible, en lui injectant un cheval de Troie sans qu'elle s'en rende compte, quoi. Ok, ouais, on est quand même sans un bon niveau. Et Voilà, t'avais ça quel âge? c'était le premier cheval de Troie, le premier Trojan à l'époque, à peu près 15-16 ans. Donc là aussi Ah ouais. c'était quelque chose. On venait d'avoir la DSL, hein. Donc juste avant la DSL, il faut savoir qu'on a commencé en France, on a eu à la connexion internet, on a eu le 56K. Donc je sais pas si vous avez connu le 56K J'ai ou même pas pas. connu. Donc ça c'est encore. Après on a eu le Numéris. Et après on a eu la DSL qui était, oh là là, c'était la révolution de l'époque. Mais la DSL ça nous permettait de rester connectés en illimité, quoi. Ok. Donc pour faire mon premier Trojan, mon premier cheval de Troie à l'époque, il avait fallu que j'installe un ordinateur en local et que je teste avec tous les antivirus du marché, voir s'ils allaient le détecter ou pas. C'est-à-dire que j'envoyais à ma victime une photo ou une musique, elle écoutait ça tranquillement, et en parallèle derrière il y avait ce qu'on appelle un DLL qui se lançait et ça exécutait une ligne de commande, et en gros ça installait un serveur chez elle, et moi je recevais un mail avec en me disant voilà, telle personne est connectée, voici son adresse IP. Et après j'avais juste à me connecter en tant que client sur sa machine qui était devenue un serveur. Et là j'avais accès à tout, on pouvait par exemple accéder au dossier, on pouvait voir ce qu'elle avait écrit sur son écran, on avait des keylogs, si elle avait des mots de passe qu'elle tapait, tout était enregistré, on pouvait bloquer son écran, ouvrir son lecteur CD à l'époque, faire sonner la machine, tout. Là même la webcam, on pouvait la démarrer à l'époque, hein. C'était ouais. quand même quelque chose de... Déjà qu'il y avait une webcam, mais pour le peu de personnes qui avaient une webcam, on pouvait l'allumer. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant ils mettent des voyants verts sur les webcams, Ouais, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, ce voyant. Donc on savait pas si quelqu'un nous regardait ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on sait. Mais du coup, c'était quoi? C'était quelqu'un que tu connaissais ou c'était quelqu'un que tu connaissais? Non, quelqu'un que je connaissais forcément. Ouais, ok. Mais, mais Est-ce que- c'était plus un challenge, c'est-à-dire que j'ai passé des heures et des heures à tenter de vouloir faire ça. Ouais. Mais c'est bizarre, une fois que ça a marché, je me suis dit ça y est, je l'ai fait, et en fait j'avais aucun intérêt à regarder ce qu'il y avait dans sa machine, quoi. Je me suis dit ça marche, quoi. Ouais. Ça me Ça paraissait marche, ouais, j'ai incroyable. réussi. Je me suis dit ça y est, ça marche, et C'est quoi l'étape suivante, quoi?
Bah c'est ça en fait, j'ai eu comme une satisfaction, je me suis dit j'ai réussi quoi. Ouais. Mais je m'en foutais moi de savoir ce qu'il y avait dedans, ou c'est pas comme maintenant où on avait des données, des trucs, Avant on avait quoi, un PC, le disque dur, si quelqu'un avait 200, je sais pas moi, 200 mégas, 500 mégas, on avait des disques durs en mégas, c'était même pas en gigas, ça qui était blindé, il avait un disque dur de 1 giga, d'un gigaoctet quoi. Énorme. Maintenant un gigaoctet, c'est même pas la capacité du téléphone, il en a 256 quoi. C'est ça. Comment est-ce que tu as appris à le faire? À l'ancienne, il n'y avait pas encore les vidéos, il n'y avait pas encore cet univers, il n'y avait rien du tout. Et je me dis, à cette époque-là, c'était dans les années 90, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, le Trojan, non, le Trojan, c'était peut-être plus dans les années, on va dire, 2000, hein, un peu avant 2000, quoi. Ok, ouais, avant 2000, ouais, c'est ça, 2000, entre 95 2000, quoi, fin 2000, exactement, ouais. voilà. Et du coup, comment t'as appris? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, ouais, maintenant il y a des formations pour tout. Non, il n'y avait pas de vidéo, avant on avait des forums. Ouais. On avait des forums, mais il n'y avait pas 36 forums, il n'y avait pas beaucoup de gens, et Internet était plus propre à l'époque. C'est-à-dire que quelqu'un qui était sur Internet, c'était forcément un passionné, un geek, un ingénieur, un électronicien, enfin voilà, des gens... Personne n'avait Internet chez soi. Ouais, c'est ça, c'est pas accessible à tous. Ça commençait à être accessible. Déjà, Orange ne s'appelait pas Orange, ça s'appelait Wanadoo à l'époque. Et en fournisseur d'accès, quand on avait le 56K, en France, il n'y en avait pas 36. Il y avait Wanadoo, donc France Télécom, et il y avait l'américain AOL, American Online. Il n'y avait que ça. Après, il y a eu la DSL, et là, il y a eu Free qui est venu entre-temps, et lui, il a commencé à casser les prix. Ouais, quand il a lancé son offre à 2 € pour les téléphones, etc. Oui, même pour le 56K, on pouvait se connecter, je crois, en illimité, où le tarif à la minute était plus bas, parce qu'avant, on payait à la minute. Ouais. On payait à la minute. Et avant d'avoir Internet, on avait le Minitel. Ouais. Ça, c'est encore un truc... c'est un truc encore plus vintage, hein, le Minitel. Ouais, quand tu compares à l'époque d'aujourd'hui, et quand tu dis toutes les révolutions qu'il y a eu entre-temps, c'est... Et il faut savoir qu'un Minitel, tout le monde n'avait pas un Minitel chez soi, il fallait vraiment faire partie d'une certaine classe sociale pour avoir un Minitel chez soi, au moins d'être un professionnel, quoi. Ok, et est-ce que aujourd'hui tu as toujours un peu des notions en hacking où, on va dire, entre guillemets, tu suis un peu ce qui se passe dans la tendance informatique et numérique, ou c'était juste c'était juste à l'époque où justement t'étais plus jeune? Non, en fait, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais à fond dedans. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel, moi j'adorais ça. Et le raisonnement du hacking, comment on raisonne, c'est tout un système de raisonnement que j'adore, quoi. C'est comme si on dit, voilà, s'il m'arrive ça, alors je fais ça. If done. Donc, moi j'adorais, c'est comme un jeu d'échecs, quoi. Et du coup, c'était en quel code? Il y avait plusieurs codages, il y avait par exemple le C. Ouais. Il y avait du C par exemple pour faire des programmes, le C++. Ok. Il y avait on pouvait programmer, il y avait à l'époque le Python qui commençait à apparaître. Après, il y a eu MySQL, moi j'ai connu le PHP qui arrivait, moi j'ai connu le PHP qui arrivait, quoi. Il y a plein de trucs, il y a du Java, il y a... Il y a vraiment de tout, quoi. C'est un peu des langages qu'on retrouve aussi aujourd'hui, quoi. Exactement, ouais. Ok. Exactement, et après, donc on avait ces fameux forums, et en fonction de ce qu'on voulait faire, il y avait une espèce d'entraide, mais avec des sources fiables, pas des gens qui parlaient pour rien dire comme maintenant. Ouais. Maintenant, Internet, c'est une poubelle, quoi. Ouais. Parce que forcément, tout le monde y a accès. Moi, on avant, sait j'avais pas. un problème, je dis voilà, j'ai tel problème, le mec, il va pas me dire ah oui, mais pourquoi tu veux faire ci ou pourquoi tu veux faire ça, on en a rien à foutre de ça. Ouais, donne-moi la réponse, donne-moi la réponse. Et alors que maintenant, quand on y va, c'est Ouais, chiant, ouais, quoi. c'est le bordel, quoi. Alors, est-ce que j'ai continué, est-ce que j'ai arrêté? Oui, j'ai arrêté, parce que tout simplement, il faut être toujours à jour, quoi. Si je veux continuer, il y a des nouveaux langages, il faut se mettre à jour sur les langages, sur les techniques, les trucs. Par contre, la théorie, je la suis toujours, quoi. Je connais le raisonnement, je connais le fonctionnement, j'anticipe ce qui va arriver, je comprends ce qui va arriver, je comprends la logique, etc. Mais au niveau langage, pour moi, je pense que quand on atteint un certain âge, soit il faut vivre normalement, ou soit on reste un geek enfermé. Ouais, c'est ça, on peut pas faire les deux à la fois. J'ai tellement de passion que mon cerveau a besoin de se libérer pour faire autre chose. Mais par contre, au niveau théorie, oui, je suis toujours. Mais par exemple, si maintenant je devais faire du hacking, je préférais recruter une équipe à qui je donne des conseils, quoi. Comme un chef de projet, quoi. Ouais. Un chef d'équipe, quoi. Et en parlant de passion, justement, du coup, tu nous as dit, on a commencé un peu avec le hacking, l'informatique, etc. Et ensuite, à côté, tu faisais des études? Au collège, j'étais nul en mathématiques, et pourtant, je m'intéressais chez moi à la maison à de l'algorithme, quoi. Donc j'avais pas un niveau
scolaire d'un élève d'un élève d'un collège, quoi. Ouais. Collège, ils sont sur, je sais pas moi, des théorèmes à la con qui me servent à rien, mais peut-être pour un architecte, j'en sais rien, mais je sais pas moi, le théorème de Pythagore ou Thalès, je m'en cague, mais complètement, quoi. Ouais, aujourd'hui, même moi, ça m'a jamais servi. Oui, ça m'a pas servi. À un moment que je vais construire peut-être une pyramide, peut-être ça risque de m'aider, j'en sais rien. À quoi il sert d'ailleurs ce théorème. Mais par exemple, si on me parle d'algorithmes, de probabilité ou de choses comme ça c'est un chapitre qui va me plaire énormément, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, ce qui est drôle, c'est que les Du entre guillemets, binaire, quoi. ouais, entre guillemets, les problématiques que tu avais avant à l'école, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Ça me passionnait pas. Ouais, c'est ça. C'était pas intuitif. Ouais. C'était pas du tout intuitif, ça me passionnait pas. Et pourtant, j'avais peut-être un niveau en mathématiques qui était qu'on allait peut-être étudier dans des enseignements supérieurs, mais qu'on allait peut-être pas faire au collège. Ouais, c'est ça. C'est en fonction de la spécialité, quoi. Exactement. Mais nous, on n'avait pas de spécialité, il n'y avait pas déjà 36 matières, quoi. Ouais. Maintenant, c'est malheureux ce que je vais dire, mais il y a même un bac pour quelqu'un qui va faire agent d'accueil, quoi. Ouais. Mais ça existe. On m'a dit ça la dernière fois, je lui dis quoi? Mais ça existe. Alors, je sais pas. Ouais, t'as de tout qui existe, mais en fait, finalement, tu te dis, mais attends, t'as juste à Mais faire une ça formation a de aucun 2 truc. semaines, un mois, et c'est bon. Ça a aucun intérêt pour moi. Moi, ça m'a paru, mon cerveau, il a pas compris la première fois qu'on m'a dit ça. Je me dis, mais pourquoi ils ont inventé ça? Est-ce que c'est pour maintenir quelqu'un dans le cursus scolaire pendant 2 ans, de plus? C'est pas logique. Enfin, on met pas un. Ouais, créer des formations pour créer des formations, mais Pour ça, finalement, moi, y a une fois, pas de- j'ai un ami, hein, on était au collège et tout, une fois, il était au lycée, là. Je dis, tu fais quoi maintenant? Il me dit, je suis technicien de surface. Alors moi, je réfléchis, moi, je comprenais pas, moi, c'était quelque chose de nouveau. Moi, j'arrivais dans l'ère où on avait des nouvelles techniciens de surface. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit des terrasses ou des routes, quoi. Moi, je le voyais un peu comme géomètre, quoi. Non, technicien de surface, c'est passer la shampouineuse, quoi. C'est le ménage, mais je savais même pas que. Alors, ça choque peut-être les gens, mais comme je dis, j'ai 41 ans, j'ai pas 20 ans, donc peut-être quelqu'un qui a 20 ans, lui, il est né dans ça, c'est ancré dans ça. Moi, je commençais à me dire, c'est pas possible de faire des formations pour ça, quoi. Ouais. Bah, même moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 21 ans, je me dis... Mais ça existe. Bah ouais, je me Et dis, en fait, quand je vois ça, je me dis, mais il y a tellement de formations qui sont là, en fait, au lieu d'appeler ça femme ou homme de ménage, ils vont appeler ça technicien de surface. Exactement. C'est parti, ça lui fait, entre guillemets, ce côté pro. C'est Et c'est pareil ça. pour tellement de choses, je trouve ça dommage. Et ce qui est bien, c'est que c'était pareil à ton époque, c'est toujours pareil aujourd'hui. C'est limite en train de s'empirer, quoi, comme t'as dit. Tu te dis qu'ils créent des trucs, et voilà. C'est tout à fait ça, du coup. La formation, pour moi, elle a aucune valeur. C'est ça. Aucune valeur, c'est comme là, on parlait du hacking. Bah, je vois des gens maintenant qui ont des formations pour faire des sites internet, des trucs, des formations qui durent 3 mois, ou sur le web, institut, je vais pas citer les noms, mais venez participer à notre formation, ou des trucs, ils parlent du compte formation là pour payer les conneries, mais leurs formations, elles sont bidons. Que ça soit en site web, que ça soit en... Bon, c'est vraiment que quelqu'un qui va se former 6 mois, ou 1 an, en cybersécurité, il va travailler on va le recruter où, lui? Pourtant, il va y croire. Bah ouais. Et lui, il va y croire. On va Faut de lui la vendre ça. pratique. On va lui vendre du rêve. Vous pensez vraiment que ce mec-là, il va être recruté dans une grosse La boîte? probabilité, elle est très basse, On quoi. va le recruter chez qui? C'est Cisco, c'est Oracle, personne n'en veut. Ouais. Par contre, à l'inverse, quand on va revenir un peu sur mon parcours scolaire, là je parlais... Parce que j'ai fait d'autres types de hacking aussi, donc je vais en reparler. Mais si on revient sur mon parcours scolaire, après le collège, donc j'ai rejoint donc une filiale technologique, donc en comptabilité. Et en terminale, j'ai arrêté parce que j'ai eu l'opportunité d'aller en Suisse, où j'ai passé la maturité fédérale, pour intégrer l'école polytechnique de Lausanne, quoi. Ok. Donc là, on est sur du high level. Là, c'est chaud, quoi. Là, c'est pas la rigolade, quoi. Soit on étudie 6 jours sur 7 et on y arrive, ou soit on veut profiter de la jeunesse et on arrête, ce que j'ai fait. Mais pour en revenir dans cette école, les grosses boîtes comme Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, tout le CAC 40, enfin, ou Ou tout le SPS, ou le SP500. Nasdaq, enfin toutes les grosses boîtes américaines, quoi. Elles viennent déjà nous recruter dans l'école. On signe le contrat 1 an avant la sortie d'école, quoi. C'est-à-dire que quand on sort, on connaît déjà notre boîte, on connaît déjà notre salaire, quoi. Parce que c'est l'élite, quoi. C'était... C'est l'élite. Et en termes de salaire, ça représentait quoi? C'est énorme. C'est énorme. Déjà, on commence pas sa carrière à moins de 8000 euros. Enfin, non, même en Suisse, hein, c'est pire. Enfin, je vais dire maintenant, peut-être. Non, en Suisse, déjà, le SMIC, il est élevé. Ouais. Mais je pense qu'on commençait pas sa carrière à moins de 12-15 000 euros net. C'est fou. Ça, c'est vraiment le minimum. Ouais. Mais on peut monter. Il y en a, ils sortent, ils négocient à 30 000. Franchement, ils négocient à 30 000, quoi. C'est énorme.
Bah, il a sacrifié 5 ou 6 ans de sa vie, comme je disais, à étudier 6 jours sur 7. C'est chaud, hein, Polytechnique, c'est chaud, quoi. Ouais. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade, il y a des écoles qui sont réputées. Il y a aussi une école hôtelière à Lausanne où les gars ils sortent de l'école hôtelière, c'est l'élite. Hein. Ouais. Où c'est comme si se compare, il y a des écoles de commerce, il y en a plein. Mais HEC Paris, c'est HEC Paris, quoi. Mais est-ce que cette école, elle t'a vraiment servi aujourd'hui ou tu sens que c'était pas fait pour toi ou autre? Bon, c'est vague, mais la maturité fédérale, en gros, pour rentrer à l'école polytechnique en Suisse, il fallait soit avoir un bac français, un bac scientifique avec 18 de moyenne. Ah ouais. Je savais même pas que ça existait, mais j'ai toujours rencontré des gens qui l'ont eu à la mention apparemment excellence. Je savais même pas qu'elle existait cette. Excellent avec les félicitations du jury. Je savais même pas qu'elle existait. Moi, pour moi, ça s'arrêtait à très bien, mais je Ouais, savais pas après, que ouais. il faut 18 de moyenne, quoi, pour être sûr d'être pris, quoi. Ok. Sinon, on passe la maturité fédérale, elle est chaude. On a énormément de matières, on est noté sur 6 en Suisse, on n'est pas noté sur 20. Ok. Donc ça veut dire en dessous de 5, on est nul, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Oui. Parce qu'ils vont nous sortir leurs fameuses blagues. Chez nous, en Suisse, on préfère des petites têtes bien faites que des grosses têtes mal faites comme chez vous. Voilà, ça c'est le genre de pic. De pique au français. Ça c'est le pic aux Français, parce qu'il faut savoir que les Suisses adorent les Français. Donc voilà, ça c'est... Mais c'est quoi la réelle raison de pourquoi ils aiment pas les Français? La réelle raison? Ouais. J'ai jamais compris. Bah, de toute façon, c'est la frontière. Hein. Donc je pense que côté allemand, ils aiment pas les Allemands. Ouais. Et côté français, ils vont dire voilà, les Français, ils viennent chez nous, ils viennent voler notre travail, des mentalités, des discours que peut-être nous on avait en France dans les années. Dans les années Mais ce qui est drôle avec ça, c'est que moi je vois souvent en Suisse, quand ça va être quelqu'un qui est français mais d'origine étrangère, Ouais. ils vont moins être durs avec lui qu'un français. Parce que français, ils pensent on va les envahir, coloniser leur pays et leur voler tout leur travail. Ouais, comme en France quand ils disent ouais les immigrés vont faire ci, vont faire ça. Exactement, mais moi la Suisse c'est simple. Je leur dis si vous avez un problème avec la France, mais fermez la frontière. Ouais, Et vivez tout seul. ouais. Ils ne peuvent Et pas. on verra. Ouais. Ils ont même pas d'agriculture. Bah oui, ils ont rien. Ils peuvent rien faire. Ouais, c'est. À part vendre des grenades et du fromage. Ils fabriquent des grenades et du fromage, donc je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Fermez-la la frontière. Ouais. Mais fermez-la, j'attends que ça. Et ils pourront pas. Ils ont une frontière avec l'Italie, une frontière avec l'Allemagne. Ouais, ils en ont. Et voilà, donc... Et puis bon, faut regarder aussi le côté historique, hein, la Suisse, comment elle a été créée, à qui elle appartenait, etc., etc. Moi, je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve ça dommage de raisonner comme ça, ou de penser que les Français, c'est des cambrioleurs, qui vont aller chez eux que les cambrioler. Et puis plus on laisse la sauce monter, moi par exemple en Suisse, quand j'étais étudiant, c'est le premier pays où j'ai vu un parti politique avec une affiche où il y avait un mouton blanc qui poussait un mouton noir de la carte de la Suisse, quoi. Ah ouais. Donc je sais pas comment interpréter cette affiche, mais il y a qu'en Suisse où j'ai vu ça, quoi. Ouais. À ce point-là. Oui. Ok. Et t'as passé combien de temps en Suisse? Oh, j'ai passé à peu près 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et c'était comment? C'était par Bah, rapport à la vie première en fois France? qu'on arrive, c'est assez particulier, ils sont froids les gens. Ah bon? Alors moi ça va, j'étais à Lausanne, donc j'ai fait Lausanne. Ouais. Donc Lausanne, c'est le canton de Vaud, ils parlent français, etc. Mais il y a un moment aussi où j'avais des amis qui étaient dans le canton de Neuchâtel, à côté de Neuchâtel, ou vers le Loc, etc. Là, c'est déjà un peu plus chaud, quoi, les mentalités, c'est déjà un peu plus chaud. Ouais. Lausanne, ils sont quand même corrects, les gens. Ok. Genève, je pense qu'ils sont corrects, c'est le canton de Genève, bon, c'est des grandes villes, mais dès qu'on commence à aller un petit peu... C'est vrai, ça change. Là, quand même, je vais pas être méchant dans mes propos, mais ouais, on sent quand même qu'ils sont mauvais, quoi. Ok, ah oui, je savais pas du tout. Même la douane. Ouais. Ah ouais? Et je suis surpris d'ailleurs Même la que... Oui, parce que les gens, quand ils se font arrêter, bah, ils se font traiter super mal, mais il y a personne qui demande, qui va voir l'ambassade pour lui signaler l'incident, quoi. Hmm. Ah, je sais D'ailleurs, une fois, il y a très longtemps, en Suisse, il y a quelqu'un, un Français qui s'était sauvé en voiture, un refus d'obtempérer, bon, peu importe. Ça avait créé un incident, je crois qu'ils se faisaient courser par la douane suisse, ils sont rentrés sur le sol français, ils l'ont abattu sur le sol français, quoi. Les Suisses? Oui. Ok. Ouais, je crois, ouais, c'était il y a quelques années, ouais. C'était ouais, À la frontière, Ouais, ils sont quand même rentrés en uniforme, Ouais. sur un territoire Qui n'est pas étranger. ouais. Et ils l'ont abattu en plus. Moi, personnellement, je serais peut-être président ou je sais pas, pour moi, c'est un acte de guerre. Quelqu'un qui Ouais, rentre c'est- en uniforme, c'est un acte hostile, quoi. Ouais. Il rentre en uniforme étranger, venir m'abattre un individu sur mon sol. Mais j'ai jamais vu ça dans aucun autre pays, quoi. Ouais. On est en guerre, là. Bah ouais. C'est un acte de guerre, quoi. Ouais, C'est un acte de guerre, quoi. Oui. Donc ça reflète un peu la... la mentalité. Par contre, au niveau de l'enseignement, l'école polytechnique, c'est une très très bonne école. Quand on est à l'école, c'est l'école. Quand on n'a pas ce... Pour ça, je dis à Lausanne, voilà, plus on a une ville qui est instruite,
moins on va avoir des discours de bouseux, quoi. Et t'as validé après derrière ça un Non, diplôme? j'ai arrêté. Ok, c'était... J'ai arrêté au niveau de la maturité fédérale, Hmm. pour intégrer l'école polytechnique. Après, j'ai arrêté parce que c'était soit on se consacrait à fond dedans, et puis bon, c'était dur, il y a l'école à payer en Suisse, elle n'est pas gratuite, hein. Mon Ouais. école, je veux pas dire de conneries, mais je payais peut-être 800 francs, ou 600 francs, c'est l'équivalent en euros de 600-800 euros par mois, quoi. Ouais. En parallèle, il faut payer son loyer. Ouais, faut payer son loyer, payer faut ses payer les courses. courses. faut J'avais un payer le budget reste. quand même de 1000 de 1500 euros Bah ouais. pour un étudiant, où il y a 20 ans en arrière. C'est comme si je disais un étudiant aujourd'hui, il faut qu'il ait 3000 balles par mois pour étudier, Ouais, quoi. c'est vrai. Avec Ou l'inflation, sinon, il faut ça. travailler à côté, et on peut pas travailler à côté quand on fait des études comme ça, quoi. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de concentration. Ah, c'est comme la prépa en France, quoi. Oui. Moi, je sais que quand je réglais tout, en ayant quand même un budget assez élevé, à la fin du mois, il me restait quoi, 80 balles pour bouffer, quoi. Ouais. C'est quand même chaud, quoi. 80 euros pour manger, c'est chaud, quoi. Ouais. Il y a des jours où je sautais des repas. Bah ouais, t'as pas le choix. Parce que moi, à mon époque, par exemple, on vendait pas de la drogue pour financer ses études ou des trucs. Non, parce que là, le temps a changé, quoi. Je veux dire, il y en a qui le faisaient. Tu penses qu'il y en a qui le font aujourd'hui? Oui, bien sûr. Financer les études? Et les étudiantes, elles financent leurs études comment? Bah... Certaines. Ah, les étudiantes, ouais. Elles financent comment? Mais ça ne se faisait pas à mon époque aussi. Ouais. Mais on le sait tous comment elles le financer. Pas toutes, hein. Attention, je veux pas. Mais la je veux drogue, pas- c'est l'argent sale, du coup, Mais techniquement. la oui, drogue, quoi. et la drogue et l'autre, c'est aussi les trucs tordus, c'est de l'argent sale aussi, quoi. Ouais. Mais il y en a qui se lèvent quand même tôt le matin pour aller bosser, ou il y en a qui bossent au McDo, quoi. Ouais, bien sûr. Ça existe, hein. Il y en Ouais, a qui chacun ont un ça, métier honorable, bien sûr. Il y en a qui font du babysitting, mais ceux-là, ils triment plus que les autres, quoi. Bien sûr. Ou il y en a vont passer un moment de bonheur avec un gars, un inconnu, ça va durer 30 minutes, 1 heure, et voilà, elle va gagner ce que l'autre a gagné en un mois, en une journée, quoi. Ouais. Bah pour la drogue, c'est la même chose. Alors il y en a, oui, il y en a, ils font de la livraison ou autre, où ils vont enfin voilà, je pense, hein, ça existe, bien sûr. Il y en avait qui le faisaient, quoi. Ouais. Mais c'est très rare, quoi. Mais maintenant, ça s'est démocratisé, quoi. C'est devenu quelque chose de Ouais, normal. On ouais, se fait ouais. même recruter sur les réseaux sociaux. Et en parlant un peu de drogue, etc., justement, par rapport au délit, tu nous as dit que tu étais fonctionnaire de police. Oui. Du coup, ça, c'était quoi la transition entre le côté hacking, ensuite t'es parti à la... Alors le hacking, je faisais déjà un autre type de hacking aussi. Ouais, J'étais radio amateur, ok. donc j'avais pas ma licence, donc j'étais ce qu'on appelle un pirate. Je faisais que de l'écoute. Enfin, pas pirate non, puisque je parlais pas sur les ondes, mais si j'avais parlé, j'avais pas d'indicatif. C'est quoi exactement un radio Alors, amateur? radio amateur, c'était bien, on n'avait pas le téléphone à l'époque, etc. Donc on communiquait beaucoup par radio. L'avantage Ok. du radio amateur, c'est que je pouvais communiquer avec un Russe, avec un Américain, où on écoute même la station Mir. Elle parle une fois par an, et on entend les astronautes parler. Ok. Radio amateur, c'est très réglementé. On parle sur des ondes, mais on a le droit de parler que de technique. On peut Ok. pas parler de sa vie privée ou autre. Donc ça peut être de composants électroniques, de soudure, d'informatique, de codage. Et en même temps, à partir de là, je commençais à écouter les fréquences de la police. Ok. Donc à l'époque, c'était pas crypté. Maintenant, ils sont devenus cryptés puisqu'il y a eu des braqueurs qui avaient des scanners, ce qu'on appelle. Ils écoutaient les fréquences de la police. Dès que la police arrivait, ils se barraient, quoi. Donc ils ont crypté avec un système de cryptage. Je me trompe pas, ça s'appelle Acropole. Et avant, donc c'était libre. Donc on écoutait eux, les ambulanciers, les pompiers, les taxis, les avions. Les avions, on les écoute toujours, hein, d'ailleurs. Les avions. Et ça, c'est très important. Donc je dis bien, j'écoutais la police et les avions. Donc ça, c'était mes deux fréquences préférées. On se demande pourquoi aujourd'hui On tu en t'es est retrouvé à être d'abord fonctionnaire de police et maintenant en train de faire à une me retrouver à formation. passer ma licence de pilote privé, quoi. Ok. Et tu faisais quoi en fait de ça? Ça t'amusait, enfin genre t'écoutais C'était trop bien. Ouais. Il y a des gens, ils aimaient. À l'époque, on n'avait pas YouTube. Ouais. On n'avait pas les mêmes délires. Il n'y avait pas YouTube, on n'avait pas les SMS, on n'avait pas TikTok, tout ça. Personne n'avait un téléphone. Ouais. Donc des gens vivaient différemment. On avait une radio, on avait Fallait être Skyrock par créatif. exemple. Skyrock, moi j'ai grandi avec Skyrock, avec Diffoul, Romano, Marie. Elle était jeune, hein, donc on a grandi avec eux. Moi j'aimais bien cette émission par exemple, mais il y avait d'autres émissions sur Énergie, sur Fun, ou peu importe. Moi j'aimais Skyrock, quoi. Donc on écoutait la radio, et moi j'avais le radio amateur. Là je me dis c'était génial, quoi. Ouais. Et là l'idée du hacking m'est venue, quoi. Ah, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et ben je commençais à regarder les téléphones et tout. Et ben là j'écoutais les téléphones sans fil des maisons. Ok. Ils étaient pas cryptés à l'époque. C'est fou. Donc là, j'entendais les conversations de toute la ville, quoi. Et c'était facile. Mais c'était facile, je prenais un téléphone, je sais que les téléphones, ils ont telle fréquence à telle fréquence. Ouais. Donc là,
Je prends mon outil de scanner, je lui dis tu vas commencer à me scanner on va dire de 22 000 kHz, mégahertz à 26 000 MHz. Et le truc, il va scanner, il va faire bing, ping, 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 et dès qu'il y a une courbe, bim, il s'arrête. Et là, ça s'arrête, et là, j'appuie sur mon bouton, je reste bloqué dessus, et là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a activé cette fréquence, et je suis sur une conversation, quoi. Ouais. Donc même maintenant, par exemple, maintenant, je pourrais entendre les agents de sécurité des supermarchés, le Tour de France, par exemple, le Tour de France, quand il court, on entend tout... etc. Et là, j'ai commencé à faire de l'écoute de téléphone qui n'était pas crypté à l'époque. Après, les téléphones ont été cryptés, donc on a trouvé une alternative. On s'introduisait chez les gens, on écoutait en babyphone, quoi. Ouais. Et oui, les babyphones, on arrive à écouter les babyphones, quoi. Donc ça, c'était encore une technique de hacking. Mais surtout, moi, je me dis déjà, à l'époque où c'était pas autant numérisé, entre guillemets, aujourd'hui, ça doit être fou pour les hackers. Il fallait un tuteur à l'époque pour ça, pour apprendre à utiliser une radio. Ça, il fallait que quelqu'un plus ancien que moi me forme. Ouais. Moi, mes amis, quand j'avais 16 ans ou 15 ans, ils avaient 30 ans, 40 ans, quoi. Ouais. Et c'est eux qui m'ont formé. Ils nous transféraient leur savoir, quoi. Ceux qui ont accès à ce genre d'informations via le hacking d'aujourd'hui, ça doit être fou parce que tout est numérique. Déjà là, on a des téléphones dans la pièce. À part ça, les caméras de surveillance, quand les gens en ont accès... il y a vraiment énormément de choses avec lesquelles... C'est pour ça que dans certains endroits comme les ambassades, à l'époque, pour éviter... Parce que par exemple avec mon système d'écoute, je pouvais par exemple scanner la fréquence d'un câble d'écran. Ok. Parce qu'il dégage une fréquence, ce câble, en Hertz. Et ben si je scannais cette fréquence, je pouvais sur un oscilloscope, je voyais la fréquence. Une fois que j'avais cette fréquence, je la dupliquais chez moi et je voyais en fait ce qu'il voyait sur son écran, quoi. Ok. Juste en captant cette fréquence. Donc c'est pour ça que dans des endroits, par exemple des ambassades, ils avaient du plomb dans les murs, quoi. Bah pour bloquer les fréquences. Pour qu'il n'y ait aucune fréquence. Ils n'utilisaient même pas le téléphone pour pas être écoutés par le pays. Ils avaient des antennes de radio amateur, des trucs pour communiquer sans passer par les téléphones, quoi. Et c'est quoi exactement, par exemple, une cage de Faraday, c'est un peu dangereux. Alors, une cage de Faraday, ça c'est autre chose, ça c'est plus pour éviter d'être tapé par la foudre ou par l'électricité, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est comme une cage, parce que je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est ça qui l'a inventé, je sais plus. En gros, c'est comme une grille, et on rentre dedans. Une voiture, c'est une cage de Faraday. Un avion, il fait office de cage de Faraday, comme ça, si la foudre tape, on n'est pas électrocuté, quoi. Ok. Tout est retransmis et l'énergie est rejetée, en dehors de la cage. Ok, ça marche. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Mais peut-être, oui, c'est le même principe avec du plomb. En gros, pourquoi on mettait du plomb ? Parce que les ondes ne transpercent pas le plomb, quoi. Ok. On ne transperce pas. Mais bon, après, maintenant... à l'époque, il n'y avait peut-être pas les caméras miniaturisées comme maintenant, etc. Mais je sais qu'il y a certains services de sécurité, quand ils rentraient, ils avaient des appareils pour essayer de détecter des micros. Ça, c'était par exemple l'espionnage entre les Américains ou les Russes, la guerre froide. J'ai vu un reportage la dernière fois, mais par exemple, on pouvait mettre des micros discrets, etc. Il y avait des détecteurs de micros, etc. Mais c'était pas à la portée de Monsieur Tout-le-monde, quoi. Ça, c'était vraiment pour les gouvernements, et ça, c'était entre eux. C'était tout autre chose. C'était entre eux, ouais. Ok, donc t'as eu ces phases de hacking là, t'as fait Polytechnique, t'as passé 2 années en Suisse. J'ai connu aussi les premières YesCards qui étaient sorties en même temps que moi, c'est-à-dire les YesCards, c'était des cartes de crédit où on pouvait retirer ou payer. Ça, en plus, ça se fait toujours aujourd'hui, non ? Maintenant, c'est des fakes, hein, c'est-à-dire les gars qui le font, c'est des menteurs, par exemple. C'est de l'arnaque. Alors ça aussi, c'est pour ceux qui nous regardent, ça, il y a un truc qui est extraordinaire, et je vois toujours des gars qui se font avoir. Et je le vois souvent en ce moment sur TikTok. C'est extraordinaire, le mec il te dit, je te vends une carte, tu peux retirer 5000 €, mais je te la vends 500 balles, quoi. Et les gars, ils y croient. Ou 2000 €, tu retires, je te la vends 200 balles, ou 1000 €, je te la vends 100 €. Et tout le temps, il y en a qui achètent, et il se dit, je me suis fait avoir, mais je lui dis, mais un gars qui vend un truc à 500 € pour retirer 5, pourquoi lui va pas au distributeur, il retire pas les 5000 €. Et ça marche, hein. Et ça marche, et ça continue à faire des victimes. Parce que j'avais vu sur TikTok, justement, c'était quelqu'un qui travaillait dans un bar tabac. Oui. Et il filmait, en fait, et il montrait, en fait, ce genre de situation, et je me disais, mais les gens, comment ils font pour y croire, tu vois ? Mais ça marche. Ouais, ça marche. En fait, tout marche aujourd'hui. À un moment, parlant de tabac, j'ai eu un tabac. Après, des fois, il y a des gens, ils me disaient, voilà, j'ai reçu un message comme quoi il a regardé des sites de pédophilie ou des trucs comme ça. Le mec, il sait qu'il a pas regardé ça, mais il a peur parce qu'il dit, s'il paye pas à l'État une amende
parce qu'il leur demandait d'acheter des cartes PCS, quoi, comme si l'État il va être encaissé en carte PCS, quoi. Et le mec, il a tellement peur d'être arrêté pour pédophilie qu'il venait, il me demandait 200 euros, 250 euros. Et j'étais obligé de lui demander, mais vous connaissez la personne à qui vous allez... Il me dit non, j'ai reçu une amende et tout. Il n'osait pas me dire pédophilie parce que moi je sais que c'est... Ouais. Et j'ai dit, est-ce que vous avez reçu un truc de pédophilie et tout. Et le truc, il voyait, voilà, c'est un colonel de la gendarmerie ou je sais pas qui leur a envoyé un mail, les mecs ils avaient peur. Et même s'il a pas fait ça, il sait que... Ouais, c'est dit, ouais, bon, je suis prêt à payer. Bah, il paye et ça marche. Et les mecs ils s'enrichissent comme ça. C'est fou. Et les mecs ils s'enrichissent parce que les gars aujourd'hui ils sont pas honnêtes. C'est juste des gens qui sont là pour faire de l'argent. Des Et scammers, puis voilà, il y a des scammers, mais il y a ce type de scammers en France, quoi. Ouais. Avant les scammers ça venait d'Afrique noire, quoi. Ouais. Maintenant ça vient Ouais, en c'est France, vrai, quoi. ouais. On savait c'est- qu'il n'y avait pas 36 pays de scammers. Il y avait la Côte d'Ivoire, je crois. Oui, voilà, je crois que c'est spécialisé. toujours d'actualité en plus. Voilà, il y a la Côte d'Ivoire qui est spécialiste là-dedans. Je connais pas tous les pays. Il y a 3 pays qui sont Ouais, je sais que la spécialistes. Côte d'Ivoire, ouais, ils aiment Ils sont bien. spécialistes. Ouais, c'est les Il y a des spécialistes. pays qui sont spécialistes de hacking, par Ouais. exemple les Russes. Voilà, on sait qu'il y a des pays comme ça où ils ont des hackers. Des Chinois, par exemple, on sait que voilà, ils sont spécialistes dans le hacking. Il y a Ouais. des Ukrainiens. Moi, par exemple, mon compte Instagram, on a essayé de rentrer dedans. Il y a quoi? On m'a mis un virus sur un PC. Ok. Où je me suis fait avoir, bon j'étais en train de télécharger un truc peut-être pas trop légal, j'en sais rien, un logiciel pour faire de la musique, j'ai ouvert l'exécutable, bon bah je me suis fait avoir, bingo, j'avais pas d'antivirus, hein, c'était un PC bidon. Quelqu'un essaie de se connecter à mon compte Instagram, il y a quoi, il y a peut-être une semaine, où il y a une connexion suspecte qui a été bloquée, et quand j'ai regardé l'IP de la personne, elle venait d'Ukraine, quoi. Ouais. Alors le pays est en guerre, et malgré ça, on est en train d'essayer de hacker, c'est quand même... Les gens leur donnent de l'argent maintenant. Oui, mais il y a des gens qui profitent de tout, quoi. Bien sûr. Non, ok. De tout, quoi. Et comment tu t'es retrouvé au policier? Moi, j'arrive toujours pas à faire le lien. Je me dis, attends, comment il a fait ça? C'est un hacker. Et maintenant, entre guillemets, hacker, et il se retrouve dans la police. Alors, T'avais quel âge quand tu t'es retrouvé dans la police? franchement, je sais plus, je devais avoir peut-être... Franchement, peut-être 27 ans, un truc Ok. comme ça. Ouais, Et t'avais combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans parce qu'après, on doit se réengager. Ok. Et moi, je suis rentré en emploi jeune, donc en gros, c'était des contrats de 5 ans, quoi. Ça permettait un peu de voir si ça allait nous plaire ou pas. Et voilà, après, soit on passait le concours en interne et on devenait titulaire ou autre. Et en fait, je voulais même pas être policier, hein. J'avais même pas envie d'être policier, quoi. Et un jour, j'avais un ami, bah lui aussi, c'était un hacker. Ok. Ah, lui, il était spécialisé plus dans les cartes de décodage. On avait chacun sa spécialité, mais par exemple, il fabriquait des cartes pour regarder Canal+, quoi. Avant, on avait le décodeur, on mettait la goutte. Il y avait TPS aussi, que les gens ne savent pas maintenant ce que c'est, mais on avait par parabole, puisqu'on n'avait pas des connexions au débit, quoi. Ça va, j'ai connu. Ah, voilà. J'ai bon, connu à voilà. une époque quand on avait la grosse antenne et que Et, ouais, on avait une parabole ronde, Ouais, parce ouais. que les débits sont très très bons, tu quoi. le mettais dehors pour mieux capter. Exactement, bah, on n'avait pas le choix de la mettre dehors, et C'est on ça. avait les décodeurs, il fallait payer l'abonnement. Ouais. Donc bah nous, on apprenait un décodeur Canal+, on prenait l'abonnement vraiment que dalle à 9 balles, mais après on mettait une carte où on pouvait avoir l'équivalent d'un abonnement à 300 balles, quoi, Ouais. quasiment, on avait tous les kiosques, C'est tout. comme les IPTV un peu aujourd'hui. Exactement. Sauf que là, on utilisait vraiment le programme officiel. C'est comme si là, par exemple, j'avais un boîtier Netflix et que Ah, ok, je ouais, hackais le vrai t'avais boîtier. Netflix, quoi. Donc il n'y avait pas la rigolade, c'était la pas qualité la- et tout marchait bien, quoi. Et lui, je sais plus dans quoi il travaillait, et un jour il m'a dit viens on passe le concours fait. J'ai dit t'es fou, pourquoi tu veux que je fasse ça, quoi. Ah, il me dit vas-y et tout, c'est bien, il y a des trucs, il commençait à lancer des trucs dans l'informatique, quoi. Ok. Et moi je me suis dit bon why not, hein, peut-être que je vais faire, il y avait un truc, il y avait le contre-espionnage, la DST que j'aimais bien à l'époque. D'ailleurs personne ne savait ce que c'était, quoi, parmi les jeunes, hein. Et je me suis dit tiens la DST ça peut me plaire, quoi. J'ai dit vas-y viens on passe le concours, quoi. On passe le concours ensemble. Et lui, il m'a dit, il l'a loupé. Je fais, ah bon, tu l'as loupé et tout? Il me dit, ouais, moi c'est mort. Et moi, j'ai pas de réponse, quoi. Donc moi, à partir de là, bah, je me dis, Bon, ça y est. Bon, bah, il est loupé, quoi. ouais, loupé. Il est loupé. Donc moi, je continue à travailler. Donc là, j'étais en hotline. J'étais en hotline à la grosse boîte. Après, je suis recruté par un grand fabricant d'ordinateurs. Alors, je peux peut-être pas citer la marque, mais qui est toujours en vente, hein. Un gros fabricant. On va dire dans les ordinateurs portables, il arrive dans le top 3, quoi. Et avant, pendant que je travaillais chez l'autre boîte, j'ai eu des certifications chez tous les fabricants d'ordinateurs. Par exemple, je sais pas moi, Asus, HP, Acer, les trucs comme ça. On allait chez eux, ils nous formaient et j'avais une certification. Et un jour, une boîte comme ça m'a repéré, elle m'a recruté, quoi.
comme un chasseur de tête, ils m'ont proposé de bosser pour eux. Finalement, j'ai été bosser pour eux, quoi. Donc là, j'ai quitté la Haute-Tagne et là, j'étais gestionnaire de flux. En fait, je gérais, on va dire, les pièces entrantes, les pièces sortantes pour gérer le SAV en France, quoi. Donc là, c'était bien, c'était sympa. J'étais encore jeune, hein, j'étais vraiment encore tout jeune, quoi. J'avais déjà un bureau, une secrétaire et tout, quoi. Je me disais quand même, c'est quand même cool, la vie commence bien pour moi. Et après, entre-temps, qu'avais fait mes études en Suisse, j'avais encore des amis en Suisse, et là, un jour, pendant qu'on buvait un verre ou un dîner, il y a quelqu'un qui me propose un job pour travailler dans une société d'alarme pour les particuliers et pour les professionnels, et là, il me propose un salaire qui est très intéressant. À moins de 25 ans, on me propose un salaire peut-être dans les 5000 balles, un truc comme ça, quoi. Tu te dis non. Je peux pas refuser, quoi. C'est 5000. et c'est à l'époque, hein, c'est pas Bah oui, maintenant, oui, oui. c'est 5000 il y a 20 c'était ans, 5000 quoi. aujourd'hui, c'est peut-être 12 ou 13 000 aujourd'hui. Voilà, donc là, je me dis, ah ouais, quand même, voilà, donc je me dis, bon, j'aime pas trop les Suisses, mais bon, je me dis, bon, finalement, l'argent n'a pas d'odeur, donc, non, je rigole, mais... Donc finalement, non, mes amis suisses, ils étaient cool, mais la mentalité en général, en plus, c'était le poste, il était à Neuchâtel, quoi, c'était pas à Lausanne ou un truc, quoi, c'est vraiment, c'est près du Locle et tout, c'est vraiment chaud, quoi. Personne voulait bosser là-bas, justement. Okay. C'est pour ça qu'on m'a donné, c'était des métiers par secteur. Donc, ils avaient déjà quelqu'un pour Lausanne, quelqu'un pour Genève et tout, mais les trucs là où j'étais, personne n'en voulait, quoi. Okay. Bon, je me dis, ok, why not, hein. Et là, je commence à bosser. Bon, j'avais mes amis en Suisse, on vivait en coloc et tout, c'était sympa. Match de hockey sur glace et tout, sympa. Mais j'étais pas. J'aime bien mes amis, quoi, mais j'étais pas à l'aise, quoi. Je préfère quand même la France, quoi. Ouais. Ah ouais, des fois, c'est rien que la frontière pour aller faire mes courses en France, et là, je bouffais une bonne bouffée d'air, d'oxygène. Bon, là, j'étais... Retour au bled. Ouais, non, je me sentais quand même mieux en France, hein. Ouais, quand même. Et un jour, là, je sais pas, je reçois un appel, je vois un numéro de France et tout. Il me dit oui, il me dit ouais, c'est la police. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Non, mais ça faisait genre 3 ans que j'avais passé le concours, il y a 3 ans, quoi. Ah ouais? Mais c'est même pas genre une semaine ou un mois. Parce qu'en plus, j'allais te demander, je me suis dit peut-être c'était genre quelques mois. Mais non, ça faisait super longtemps. Il me dit ouais, je vous appelle pour votre concours. Je suis oui, et il me dit vous rappelez telle date et tout. Je suis bah ouais. Il me dit vous l'avez. Je suis non, mais je pense que vous avez dû vous tromper. Je fais moi ça fait 3 ans que je l'ai passé, vous avez dû vous tromper. Donc il vérifie le nom ou le truc. Ah, il me dit non, vous l'avez. Je me dis mais il est fou, lui, il m'appelle 3 ans. Ouais. J'ai dit ouais, et il me dit vous devez passer l'oral, il y a une date, dans 2 jours, en gros il me dit dans 2 jours je dois passer l'oral en région parisienne, à la préfecture, où il me dit ça vous... Je lui dis mais... Il me dit moi écoutez, je me cassez pas la tête, vous me dites oui ou non, il me dit vous me dites oui, vous le passez dans 2 jours, ou vous me dites non, je classe le dossier, je mets non et je passe à quelqu'un d'autre, quoi. Bah là je me dis... ça va vite dans ma tête, dans ma tête je me dis elle dit oui, au pire t'y vas pas, quoi. Et là je dis oui. Il me dit ok, donc dans 2 jours vous avez rendez-vous à, je sais pas moi, 14h ou un truc. Et là j'arrive, moi je fais bon ok. 2 jours après, bon je me dis allez vas-y, je vais passer le concours. Alors t'es en Suisse à 500 km. Ouais, c'est ça. À 600 même kilomètres. 600 de la région. Et là je me dis bon allez, je vais passer le concours et tout. Et je passe mon concours à la préfecture. Et en plus, ce qui est bien, quand j'ai passé le concours, donc j'arrive déjà, il y avait le stress, quoi. On me dit, vous avez quel âge? Et là, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus de mon âge, quoi. Ouais. Mais vraiment devant un jury, hein. Donc il y a un commissaire, je crois, une psychologue, quelqu'un des renseignements généraux, et un qui s'occupe des affectations, et c'était 4, quoi. Et là, je me rappelle plus de mon âge, quoi. Ça commence comme ça. Bonjour, présentez-vous, vous avez quel âge? Présentez-vous, vous avez quel âge? Et là, j'ai un trou de mémoire. Il me regarde, il me dit, bah, je sais plus quel âge j'ai, je me rappelle de mon année de naissance, que c'est le track. Tellement t'étais stressé, ouais. Je me rappelais plus de mon âge, quoi. Je savais même plus quel âge j'avais, quoi. Ça commence comme ça, je me dis, mon truc, il est foutu. Ah, oui. Après, j'ai entendu un peu le délibéré, la pièce était mal isolée, quoi. Donc j'ai tout entendu, quoi. Pendant que j'attendais dehors, quoi. Okay. Et je m'étais fait un peu des amis là-bas, je fais alors, vous, c'est bon, vous l'avez eu et tout. Il me fait, ouais, moi, c'est bon, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu, donc... on me dit, moi je vais aller ils allaient tous du côté de Nice, quoi, au soleil et tout. Et moi en fait ce qui l'embêtait, en gros, j'avais des très bons résultats. Et en fait ce qui embêtait cette désaffectation, c'était mon salaire en Suisse, quoi. Il s'est dit ce mec-là il va jamais tenir avec 1200 balles ou 1180, je sais même plus combien on touchait. J'avais déjà des revenus fonciers à l'époque en plus, donc ça venait compléter un peu mon salaire, quoi.
Alors du coup, les autres ils insistaient et tout, ils ont dit non, non, on va quand même lui donner. Parce qu'ils avaient peur que en gros, que je rentre et que je me barre au bout de 3 mois, quoi. Ouais, C'est pas le ouais, but, quoi. ouais. Le but, c'est pas ça, quoi. Et ils m'ont quand même donné ma place, donc ils m'avaient demandé l'affectation. Bon, la DST, on m'a dit, bon, ça, ils m'ont dit, ça c'est un peu chaud. Et puis c'est un métier, en fait, le contre-espionnage, donc on m'a dit, on peut pas postuler chez eux, ça veut venir nous chercher, quoi. Et du coup, ben, l'autre des affectations, il m'a dit, bah vous, on va voir si vous êtes motivé. Il a envoyé tout le monde à Nice, moi il m'a envoyé à Roubaix dans le nord de la France, Ah quoi. ouais. Je connaissais même pas Roubaix, quoi. Je connaissais même pas Roubaix, donc là, par contre c'est chaud quand on rentre en école, c'est chaud. Franchement, la première semaine, on voit plein de gens qui partent, quoi. Ils en peuvent plus, quoi. On est enfermé, c'est comme une prison, il n'y a pas de télé, pas de téléphone, on n'est pas de 4G. Ça n'existait pas. Moi, je venais d'avoir le premier iPhone au monde, quoi. Ok. Il se vendait même pas en France, je l'avais commandé en Suisse, et je les vendais. Je mettais une espèce de circuit imprimé pour les décimes locaux à l'époque, et je vendais les iPhones plus chers. Par exemple, ça valait 1000 $ aux États-Unis, je les vendais 1800 $ en Suisse, quoi. Je faisais une marge de 800 €, quoi. Ouais. J'ai commencé par 1 ou 2 ou 3, et j'avais trouvé la première technique, et l'iPhone 1 en France, je sais même pas si ça s'est vendu, quoi. Ou sinon c'était quelque chose de révolutionnaire, je sais même pas ce que c'était. Mais moi, dès que j'ai vu la pépite, Tu t'es dit go. donc je suis Il y a parti une- en école, j'avais un iPhone avec moi, mais on n'avait pas de 4G. Ouais. C'était pourri, il n'y avait aucune Ouais, tu fais application, il n'y l'affaire. avait rien, quoi. Il y avait rien, on n'avait même pas de télé. Et franchement, la première semaine, on a le cafard, quoi. Et dans ma tête, je me dis, mais je suis con, mais pourquoi je suis venu rester enfermé là-dedans, Alors que j'étais alors que bien et j'avais tout, un avec putain de un salaire, je putain de faisais salaire le en putain de Suisse. grasse mat, Ouais. j'avais tout pour m'amuser. Le soir, je sortais, enfin, les trucs et tout. Et là, je me retrouve dans un truc pourri, enfermé, sans télé, avec un matelas qui est encore plus dur qu'en garde à vue, quoi. Franchement, il était pourri le matelas, quoi. Et c'est la discipline, quoi. Ouais. C'est comme une formation militaire. Et en même temps, je me disais, vas-y, c'est un challenge. En même temps, c'est un challenge. Et je me dis, j'ai pas fait le service militaire et c'est peut-être bien aussi. J'ai appris à faire un lit, par exemple. Je sais même pas faire un lit, moi. Donc un lit au carré avec des draps et une couverture, hein, pas un lit où Ouais, on met ouais, la ouais. couette. Ouais. Donc se lever tôt le matin, faire du sport, apprendre à se battre. Et je me suis dit, vas-y, c'est un challenge. Et c'est vrai qu'on a le cafard, on en voit plein qui partent les 2 premières semaines. Et après, psychologiquement, bah, l'esprit, je pense que ça doit être comme quelqu'un qui rentre en prison, quoi. C'est pour ça qu'il y a je sais pas comment ils appellent ça, le quartier des arrivés, quoi, le truc comme ça. Bah, je pense que ça doit être un peu la même chose psychologiquement. Et au final, ben, ouais, on apprenait vraiment, on a eu de très très bons formateurs. C'est un peu comme l'élite, mais les mecs qui ont pété une virite et à la pré-retraite, on va dire, pour eux, c'était instructeur à l'école, quoi. Et du coup, t'as intégré la police, t'es resté 5 ans quand même. Ouais. Et comment t'avais pour rester 5 ans alors que c'était compliqué? Et surtout qu'au début, en vrai, c'était juste histoire de tester. Ouais. Et t'es quand même resté 5 ans. C'était quoi qui te motivait en fait à rester dans la police? Franchement, quand on a travaillé dans des bureaux, en toute sincérité, quand on commence à être en liberté toute la journée à tourner dehors et tout, c'est quand même extraordinaire, quoi. Ouais. Parce que même si on avait des bons métiers et tout, rester enfermé dans le même bureau, moi j'ai des collègues par exemple, qui ont commencé avec moi tôt, ils sont toujours dans la même boîte, dans le même bureau, dans le même local, quoi. Ouais. Je sais pas comment ils font. Il y en a, ils changent, hein, régulièrement, tant mieux pour eux. Ouais. Mais il y en a, ouais, ils sont. Et puis, Ouais, toi, ça te correspondait pas, quoi. non, ça me correspond pas. Enfin, moi j'aime pas déjà changer de boîte à chaque fois, me réintégrer ou un truc, à moins d'être un poste où on donne les ordres aux gens, mais changer de boîte, Ouais, changer changer de boîte pour à chaque fois, c'est chiant, se quoi. réadapter, avoir un nouvel Ouais. environnement et repartir quelques mois. Moi, je préfère travailler à mon compte, quoi. Ouais. Ou sinon avoir un métier comme ça, où voilà, on est libre. Parce que quand on est policier, au final, bon, on est en totale liberté. Des fois, on est 2 dans la bagnole et on sort, quoi. Et c'est nous qui faisons notre vie, quoi. C'est nous qui faisons nos missions, nos trucs, etc. Des fois, on nous donne des missions spécifiques. Mais sinon, on fait du flagrant délit, où on sait même pas comment va finir notre journée, quoi. Comment elle va commencer. Moi, par exemple, ma première mission, j'avais pas enfilé ma tenue, quoi. À l'école, on a un survêt d'école où on a un treillis, quoi, d'entraînement, quoi. J'ai enfilé la première fois ma tenue quand on se regarde dans la glace dans le commissariat. J'étais parti avant de commencer. Je m'étais présenté, je leur avais dit voilà, je vais venir dans une semaine commencer chez vous. Et en fait, là, quand on met la tenue la première fois, c'est quand même impressionnant parce qu'on se rend compte non seulement qu'on est policier, mais surtout qu'on est une cible, quoi. Ouais. On commence à devenir une cible, quoi. C'est comme si on est une cible qui se déplace, quoi. On peut se faire attaquer par n'importe qui, par n'importe quel fou, ou par n'importe quel caillassage. Ou moi j'étais d'une époque aussi où quand même il y a des gens, ils balançaient des machines à laver des toits d'immeubles, quoi.
Donc il y a ça. Première mission, je commence. On m'avait mis dans un truc, on va dire pendant une semaine, avec un équipage un peu généraliste pour voir dans quoi on allait me mettre par la suite, quoi. Je commence peut-être à 8h ou 8h30, à 10h, je pars sur la mort d'un nourrisson, quoi. Ouais. Mais là, je suis pas en simulation, je suis dans le monde réel, quoi. Je connais même pas mon indicatif de radio, quoi. Je veux dire, là, après, ça devient machinal. Ouais. Mais là, je sors Mais ouais, d'école, forcément, au début, c'est... je sais même pas comment ça marche, je sais même pas ce que c'est qu'un médecin légiste, j'ai jamais vu ça, quoi. Et on arrive sur l'intervention en se disant qui va réanimer ce bébé, quoi. Donc avec moi, il y a un ancien pompier, il y a l'ancien qui nous ramène, l'ancien policier. Il dit débrouillez-vous, vous sortez d'école, vous venez d'avoir votre brevet de secourisme. Le pompier me dit c'est mort, moi je touche pas les enfants, quoi. Et je me dis mais moi je me suis entraîné sur une poupée. Bah ouais. Je lui dis moi j'ai peur de lui éclater les poumons. Ouais. Il s'est passé quoi après? Parce que non, on arrivait, de toute façon il était déjà bleu, il était mort, quoi. Ouais. Donc ça servait à rien de le Et c'était réanimer. passé quoi? C'est... Ben, ce jour-là, en fait, la mère, de jeune, hein, 20 ans à peu près, 19-20 ans le couple, elle nous dit voilà, on a retrouvé l'enfant, il s'est coincé la tête dans les barreaux. Bon, c'était déjà un filet, quoi. Donc je suis ok, donc bah pour moi, voilà, il s'est étouffé pendant qu'il dormait, quoi. Donc là, il y a le médecin légiste, je lui dis bah voilà, il me dit quoi? Il me dit ok, ben, je lui dis moi c'est mon premier jour, donc il me dit bah écoute, tu prends les horaires, comment c'est arrivé, à quelle heure elle l'a découvert, etc. Donc je retourne, je vois la mère, il me dit voilà, je l'ai découvert à telle heure, nanani, nanana. C'est chiant de poser ces questions, mais on n'a pas le choix, et en même temps je me dis la mère déjà elle est sous le choc. Ouais. Et là donc je vais voir le médecin, je dis voilà, elle l'a découvert à telle heure, et elle nous a appelé immédiatement. Ah, il me dit non, c'est pas possible. Et elle me dit elle l'a couché à 22h par exemple, il me dit non, c'est pas possible. Il me dit la température ça correspond pas à ce qu'il dit, donc il me dit il y a obstacle à la mort, quoi. Je dis c'est quoi ça, obstacle à la mort? Il me dit la mort est pas naturelle, je demande une autopsie, quoi. Et moi c'est mon premier jour, je me dis Bah, c'est tu quoi dis, tout mais ça? Je sais même pas ce que c'était, j'ai pas appris ça moi à l'école, quoi. Et là il me dit je demande une autopsie et tout, bah en gros 2-3 jours après, bah on retournait pour présenter la mère au tribunal pour meurtre, enfin homicide, enfin je sais pas comment on appelait ça, mais sur ascendant, quoi. Et le père pour complicité. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant il pleurait, je crois, elle l'a secoué, elle lui a brisé les vertèbres et elle a voulu faire passer ça comme un étouffement. Comme... Ouais. Elle serait pas trompée sur les heures. Ouais. On n'aurait rien vu, il aurait pas demandé l'autopsie et basta, quoi, ça partait. Voilà comment commence ma semaine, quoi. Mais t'as quand même tenu 5 ans. Ah, après, ça c'était le premier jour. Ouais. Après, je l'ai ramené une semaine après au tribunal, hein, donc là je partais ce qu'on a. Non, en vrai, c'est fou comme histoire. Au tribunal, etc. Mais ça, c'est le premier jour, quoi. Mais moi, je me dis, ouais, c'est le premier jour. Mais j'en ai vu d'autres, hein, dans la semaine. Bah J'ai vu un mec qui, par exemple, il s'est pris son fusil de chasse, il s'est tiré une balle dans la tête, quoi. Sans faire exprès? Ah non, un suicide. Ah, un suicide. Ouais. Sauf qu'il avait plus de tête, on a un tronc, quoi. Et tout est collé au plafond, quoi. Et là, quand je rentre chez moi, on me demande si ça s'est bien passé ta journée. On me dit pourquoi t'as pas faim? J'ai encore l'odeur de la mort dans les poumons, quoi. Parce que ça rentre, hein, l'odeur Mais de la c'est quoi, c'est quoi le sentiment que t'avais? T'étais entre guillemets dans ton confort de vie avec justement ton salaire et ton Suisse, tu te retrouves là-bas, t'avais 28 ans, 27 ans à l'époque, et c'est quoi? L'école, déjà, ça a été une discipline pour moi. Déjà, au niveau sport, etc., ça m'a formé. J'ai appris à me battre. Ouais. Et surtout la discipline, quoi. Parce mais je suis pas quelqu'un de... Oui, je suis pas quelqu'un, on va dire, je suis pas un voyou, ouais. Mais la discipline, ça fait du bien. Ouais, bien sûr. Le service militaire, pour moi, ça fait du bien. C'est chiant, ouais. Mais ça devrait être... Il y a toujours une utilité. Ouais. Exactement. Et du coup, je me dis, mais comment t'as fait pour... Enfin, c'était quoi le sentiment que t'éprouvais quand t'as vu des morts pour la première fois? On fait pas ce métier pour l'argent, d'ailleurs. On fait ce métier, on le fait pour la gloire, ou parce qu'on aime ça. Quand j'ai vu des morts la première fois, mon premier mort adulte... Ça on s'en rappelle, hein, je pars sur une scène où c'est un père de famille qui est mort parce que ses enfants l'appellent peut-être une fois par semaine, donc déjà le corps a au moins une semaine. Ah ouais. Ça c'est le minimum, hein, parce qu'il y en a, ils appellent leurs parents peut-être une fois par mois, quoi. Et là il y a les pompiers sur place et tout, donc je commence à prendre mes notes et tout. Et il me dit, et je lui dis ouais, c'est les pompiers qui l'ont découvert, donc il me dit bah le corps il est là. Et moi j'avais jamais vu de mort et il était couvert d'une couverture et là le pompier me tire la couverture comme ça et là je vois le corps il est marron, quoi. Parce qu'un corps il reste pas blanc comme dans les films, moi j'avais jamais vu ça.
Je vois le mec, il est allongé comme ça, et son dentier qui ressort de la bouche et tout. C'est quand même une scène assez. C'est choquant. Ah ouais, c'est choquant. Il était en slip en plus. Ouais. Donc sur son canapé, il est mort sur son canapé en slip. Donc là, on voit vraiment comment ça s'appelle, le corps tout marron, et etc. Donc c'est quand même Ouais, c'est vrai. assez particulier. Donc là, faut quand même être assez accroché. Donc c'est pas comme dans les films où le mec il est blanc, il sent bon. Non, non, ça c'est dans les films quoi. Et d'ailleurs, quand les mecs qu'on voit dans des enterrements, ils sont propres, ils sont maquillés en général, ils sont vidés. Ils leur bouchent les orifices, ils les mettent de coton, je sais pas ce qu'ils font, et en gros ils les maquillent pour avoir une couleur blanche quoi. Ouais. C'est pas leur couleur d'origine quoi. Encore au bout de 24 heures, ils commencent à changer De couleur. de couleur. Au bout d'une semaine, ils commencent à se vider. Ouais. Au bout de 2 semaines, on est obligé de tirer parce qu'il est collé au sol quoi. Wow. Et j'ai déjà fait des corps, par exemple, je rentre chez des gens, par exemple, une femme, elle vit avec des chats, bah, les chats, ils avaient commencé à bouffer le visage, quoi. Les yeux en premier et la moitié du visage, quoi. Parce que les chats, ils les bouffent. J'en ai trouvé découverts morts dans des baignoires, à moitié dans l'eau, la moitié à l'extérieur. Donc il y avait des vers, la putréfaction, de gaz. J'ai fait un jeune, par exemple, 14 ans, il s'est jeté sous le RER, quoi. Donc là, il est passé en dessous, il était essoré. Enfin, après, je vais pas raconter tous les détails que j'ai vus, parce que bon, c'est pas le but de. Mais il y a pire que ça, quoi. Il y a pire que ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que là ce que tu racontes, c'est sûr que tu vois, c'est que des mots pour moi. Je le ressens entre guillemets, mais je le ressens pas comme toi, t'as dû le ressentir. Il y a les accidentés de la route, par exemple, aussi. Donc ça, nous, on intervient les premiers intervenants. Bah Après, oui. on dispatche. Mais après, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait des agressions, des viols, des meurtres. J'ai trouvé une fois quelqu'un dans un box ligoté avec une balle dans la tête, quoi. C'était une momie, ça faisait au moins 2 ans qu'il était là, le corps. On est intervenu parce que l'huissier de justice allait ouvrir le box du garage, ça faisait plus de 2 ans, il n'avait pas payé ses loyers, etc. Quand on l'ouvre, on trouve le mec ligoté dans son box, le locataire ligoté avec une balle dans la tête, quoi. C'est fou. C'est. Wow. On a aussi des collègues qui sont suicidés. Par exemple, il y a quelqu'un qui habite à Paris, il vient chez nous dans la forêt, il vient se mettre une balle dans la tête. Donc ça, c'était particulier parce qu'il avait du cellophane autour de la tête, quoi. Donc le médecin légiste, je lui dis, bah on a tué quand on lui a mis du cellophane, on l'a étouffé, on lui a mis une balle. Il me dit non, non, non. Il me dit tu connais pas encore. En fait, en fait, il est venu ici pour pas que ses collègues le récupèrent, donc des collègues qui le connaissent pas. Et il s'est mis du cellophane comme ça quand il se tire une balle dans la tête, la tête n'explose pas, quoi. Ça maintient la tête sous pression, quoi. Ouais. Comme ça, quand on l'enterre, il est encore présentable, quoi. Donc ça, c'est des techniques de. Il s'est enroulé lui-même volontairement la tête de Ouais, cellophane ouais. avant de se mettre une balle, quoi. C'est du ouais. Non mais en fait, Après, ouais, j'ai même pas les mots pour me dire, ouais, tout ce que tu vois en tant que policier, finalement, en vrai. non, on a un peu de respect quand même pour les policiers, quoi. Enfin, Non, bien sûr, ouais, non, parce qu'en fait, quand j'ai l'impression, aujourd'hui, quand on parle policier, beaucoup de personnes pensent à, entre guillemets, des ennemis publics. Très, non. très rapidement, parce qu'ils vont se dire, non, ils sont là pour me mettre des amendes, ils sont là pour me faire chier, ils sont là pour faire ci, Oui, etc. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. non, mais Il y en a beaucoup qui en a, voient en ils mal sont- la police, mais en fait, derrière, en fait, tu vois, derrière tous ces propos-là, je me dis, c'est là que tu te rends compte que t'es un humain. Mais Tu vois, tout moi, par dépend, exemple, face à moi, j'ai exactement. un humain, et je me dis, t'as été ancien policier, et il y en a, ils le sont toujours, ils ont vécu toutes ces situations-là, Ouais. et c'est beaucoup de pression physiologique, physiologique et mentale. Ouais, physique et mental, ouais, Ouais, c'est ça, fait physique et mental, bien sûr. De la émotionnel, blessure physique, tout. j'en ai eu. Ouais, Physique, j'en ai eu plusieurs, quoi. ouais. Ça a pas fait de moi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui avait envie de mettre plus d'amende ou quelqu'un de plus raciste que les autres. Mais ça fait quelqu'un peut-être de plus méfiant, quoi. Ouais, Ou de plus aiguisé, quoi. bien sûr. Voilà, c'est tout simplement. Mais non, non. Mais après, bon, il y a des. Comme dans toutes les boîtes, personne n'est parfait. Mais s'il y a une seule société privée où tout le monde est parfait, je veux bien voir ça, mais ça n'existe pas, quoi. Bien sûr. Ça n'existe pas, donc. Non, après, c'est le quotidien. Et être policier à Saint-Denis, c'est pas être policier à Saint-Tropez aussi. Ah bah, Saint-Tropez, ils sont cool. Ceux qui sont partis à Bon, Nice, tout ça, ça à va. Saint-Tropez, il n'y a pas de police, je crois, c'est des gendarmes, mais à Cannes, par exemple, à Cannes, ils sont beaucoup plus détendus, quoi. Et moi, je le vois. Par exemple, à Paris, je vois que les policiers sont plus tendus, où il y a peut-être plus de contrôle qu'en province, peut-être qu'à Lille. À Lille, ils sont quand même plus cool, quoi. Paris, c'est chaud. Paris, oui, je pense, mais ils ont plus de population à gérer. C'est pour ça. Sinon, c'est l'anarchie. Mm. Sinon, c'est l'anarchie, quoi. Et t'as une anecdote, par exemple, à nous raconter par rapport à... Enfin, est-ce que tu t'es déjà pris des coups? Est-ce qu'on a essayé de... Enfin, genre, est-ce que... C'était quoi ta plus grosse blessure physique? Ah, une de mes grosses blessures,
Une fois, j'étais parti, par exemple, un dimanche. Voilà, on parle de répression, quoi. Un dimanche, on nous appelle parce qu'il y a des jeunes qui squattent devant des entrées d'immeubles et qui n'arrêtent pas de faire du bruit, crier, consommer de l'alcool et fumer des joints, quoi. Le problème, c'est que les gens, ils nous appellent et on nous dit, voilà, moi je veux rentrer chez moi dans mon immeuble. On n'est pas dans une cité, on est quand même on est dans des immeubles, et ils disent, ça pue le cannabis, et moi j'ai des enfants en bas âge ou des trucs, et déjà moi je supporte pas le cannabis, et j'ai encore moins envie que les enfants en poussette respirent cet air, ou des gamins de 5-6 ans, chose que je peux parfaitement comprendre. Donc je passe devant cet immeuble, on était 2 le dimanche, il y a très peu d'effectifs dans un commissariat, on n'est pas comme en semaine, donc par exemple il n'y a pas d'officier, quoi. Ils sont chez eux, il y a un officier de permanence, il est chez lui à la maison, quoi. Et à partir de là, on passe et on demande aux gars, écoutez, franchement j'avais la flemme, quoi, un dimanche, je leur dis, allez ailleurs, allez faire ça ailleurs, mais squattez pas devant les immeubles, vous emmerdez les gens, quoi. Vous n'êtes pas chez vous. Donc là on part, et là on est rappelé 40 minutes après, on nous dit, ouais, vous êtes passé, et ça continue, quoi. Et là on arrive, les mecs ils fument, aucune pitié, quoi, je veux dire, hein. C'est comme si là par exemple, on est devant chez toi, il y a 10 mecs qui se mettent devant chez toi, ils fument des joints. Bon, je pense pas que tu serais content, quoi. Bah là c'est le cas, quoi. Alors là on décide de descendre de voiture, et là je commence à contrôler un gars. On arrive, donc on retourne sur place, et là je décide de contrôler un gars, quoi. Et je lui demande de me présenter sa pièce d'identité, quoi. Et à ce moment-là, il me dit, j'ai pas de pièce d'identité. Je fais, ah ouais. Et je lui dis la nationalité. Ah, il me dit, il est malien. Ou un truc comme ça, enfin malien ou sénégalais. Et je lui dis, mais là, c'est pas un accent malien. Je lui dis, ça, c'est un accent capverdien, ça. Et le mec, bim, il se barre en courant et commence à se barrer en courant, quoi. Je me dis, merde, mais il faut comprendre un truc, hein, dans la tête des policiers. C'est pas, il m'a dit, je suis malien, ou un truc où les gens, ils sont partis sur un délire, ou capverdien, ou peu importe. Mais c'est pas ça, moi. En face de moi, je sais pas à qui j'ai affaire, quoi. Ouais. Est-ce que le mec, il est recherché? Est-ce que c'est un meurtrier? Est-ce que c'est un violeur? Est-ce que c'est un braqueur de fourgon? Je sais pas, moi, est-ce que c'est le TA? Ouais. Dieu seul sait, hein. Moi, il n'y a pas marqué sur sa tête, hein. Bien sûr. Donc là, il se bat en courant, du coup, je me bats en courant derrière lui, je commence à le courser. Et là, on est dans un quartier résidentiel, quoi. C'est que des pavillons, quoi. C'est pas un immeuble, donc là, je commence à le courser et tout. Et là, ma collègue, elle commence à suivre, sauf qu'elle courait beaucoup moins vite que nous. Et là, à un moment, je tourne dans la rue, je trouve plus le mec. Je dis, putain, il est où? Il s'était caché sous une voiture. Donc je le chope, je le sors, etc. Je le menotte. Tranquillement et tout. Et en fait, je passe mon bras derrière son bras, donc pour pouvoir par derrière le tenir et le maîtriser, etc. Et là, je vois ma collègue qui arrive, donc la pauvre tout essoufflée et tout. Sauf que quand elle arrive en courant, il y a au moins 15 personnes qui courent derrière elle, quoi. Ah ouais. Et là, on commence à me prendre à partie, quoi. Et là, donc du coup, j'ai le gars, je commence à me prendre des coups. Lui, il servait de bouclier, je m'en servais comme bouclier. Ouais. Et là... on commence à vider un extincteur de gazeuse, quand même, il faut le vider, quoi. En plus, c'est du gaz qui est quand même plus puissant dans la police que le gaz qu'on peut acheter en armurerie, quoi. Donc je vide un extincteur. Et là, ma collègue, pareil, elle a un extincteur et tout. Et je fais, putain... Et là, ma radio, le seule fois de ma vie où j'appuie dessus, ça marque... Putain, c'était quoi comme message En mode plus de pile ou... Non, pas de plus de pile... Anomalie, quoi. Okay. Mais j'ai jamais eu ce message de ma vie, quoi. Le message anomalie, ça n'existe pas. Donc, impossible de passer un message radio, et en même temps, je me prends des coups et tout. Ma collègue, elle est jetée au sol, elle a eu le genou complètement éclaté. Et là, à un moment, je sais pas, on échange ou un truc, elle a la présence d'esprit de prendre son téléphone et d'appeler la radio, le commissariat, donc la personne qui a la radio. Et en fait, il y a tellement d'actions qu'elle entend des cris, celle qui a la radio. Elle entend des cris, et là ils comprennent qu'il y a un truc qui est pas normal, et donc là à partir de là les équipages ils essaient de nous chercher, ils trouvent notre voiture mais ils savent pas où on est, quoi. Ouais. Et là je commence à me prendre des coups ou un truc, et j'ai la tête limite en sang, quoi. Et l'autre il sert toujours de bouclier, je le lâche pas, quoi. Moi je le lâche pas. Parce qu'il y en a, après on va reprocher pourquoi tu l'as pas laissé se sauver, tant pis, même s'il part avec les menottes. Non, je le lâche pas, moi je lâche pas ma proie, quoi. Et là à un moment on commence à me shooter.
et quelqu'un commence à tirer au niveau de ma ceinture. Alors ça, il faut comprendre qu'au niveau de ma ceinture, notamment au niveau de mon arme, quoi. Là, c'est vraiment la chose à pas faire, quoi. Parce que, et en plus, je commence à avoir déjà des vertiges. D'ailleurs, quand on est en école de police, il y a un exercice, en tout cas dans la mienne, où j'étais, où on est contre un mur comme ça et on se prend des coups dans la tête par son adversaire, histoire d'apprendre à encaisser les coups, pas se prendre une droite et de perdre connaissance tout de suite. Apprendre à faire bouger un peu le cerveau dans sa cage, quoi. Et donc, à partir de là, je sors mon arme. Et je me dis, putain, j'espère que je vais pas devoir le faire, quoi. Mais je crois que je vais devoir commencer à shooter, quoi. Ouais. La collègue, elle est morte, elle est au sol, éclatée, quoi. Moi, je suis tout seul en train de me faire lyncher, et en plus, je commence à avoir des gens qui commencent à tirer mon arme. Ouais. Et là, ça va très vite, hein, dans sa tête. Parce que il faut respecter la légitime défense. On n'est pas des criminels, on n'est pas là pour abattre, mais on n'est pas là pour se faire abattre ou se faire voler son arme. Et en fait, il faut prendre des décisions, ça va très vite. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a un policier qui a tiré, ou peu importe, hein, ce qui s'est passé, on dit oui, mais il aurait dû faire, ou moi j'aurais fait ça, mais toi, t'es pas sur place, quoi. Ouais. Ça va en une fraction de seconde. Personne... Ça va en une fraction de seconde, et on sait pas qui on a à faire, etc. Et ok, c'est des gens qui sont entraînés, qui sont censés être entraînés pour ça, mais il y a des trucs, faut pas rigoler avec ça, quoi. Quand on est sur un policier ou qu'un policier nous sort une arme, bah voilà, on s'arrête. Enfin, quelqu'un qui est équilibré, on lui sort une arme, le mec il lève les bras, il bouge pas, quoi. Parce que c'est bizarre, hein, quand il y a un braqueur, quand il y a des gars, ils rentrent dans une banque avec des armes à feu, tout le monde coopère, tout le monde se couche au sol, quoi. Il y en a pas un qui dit oh, tu sais ce que tu vas faire, vas-y, tire-moi dessus. Moi ça je l'ai pas vu. Moi ça je l'ai pas vu, quoi. Donc là je commence à sortir, à braquer, et de toute façon je pense que ça se voit dans le regard quand on est prêt à tuer et qu'on n'est pas là pour rigoler. Je pense que il doit y avoir un truc qui se dégage au niveau du regard, mais les gars ils ont reculé direct, quoi. Parce qu'ils ont compris que j'ai pas sorti mon arme pour... Et d'ailleurs, moi je sortais jamais mon arme, on nous l'a appris, que pour tuer, quand on braque pas quelqu'un gratuitement. Parce que si vous amusez à braquer quelqu'un gratuitement, au bout d'un moment il y a un mec qui va vous venir, il va vous dire vas-y tiens. Donc on va pas être crédible. Par contre, moi on m'a appris en tout cas, au moment où je la sors c'est pour tuer, quoi. Et on n'est pas dans les films à tirer dans les jambes et tout, ça n'existe pas ça en France. Nous on tire pour neutraliser ou tuer. Okay. La zone, on a une zone, ce qu'on appelle la quille, quoi. C'est cette zone-là, on favorise cette zone, parce que c'est des organes où on peut encore sauver l'estomac, etc. On peut faire un point de compression, sauver. On évite de mettre une balle dans la tête, sauf pour les unités, je pense, d'élite, hein, le raid ou les trucs, ça, je sais pas comment ils gèrent leurs trucs, c'est pas mon... Mais pour un policier lambda, on essaie de viser cette zone. Maintenant, si la balle, elle part là, ou elle part là... Voilà. Dommage collatéral, quoi. Mais bon, enfin, on sort pas, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sort pas une arme pour, comme dans les films, tirer dans la jambe ou les trucs, non, ça n'existe pas, c'est pour tuer, quoi. Ok. Faut se mettre ça en tête, quoi. Et là, je me dis, putain, un miracle, franchement, un miracle. C'est comme si la lumière, là, elle arrive d'un coup, une voiture de police, elle arrive, il nous trouve, quoi. Ouais. Donc moi, je prends toujours mon prisonnier avec moi, je soulève ma collègue. Heureusement, il y avait un ancien qui était plus expérimenté, mais là, c'est l'émeute, hein. La voiture, ça faisait caillasser et tout. J'arrive, je mets le mec au milieu. Ma collègue, finalement, de l'autre côté, l'ancien, là, il la rentre et tout. Et, il avait gardé son sang-froid. En même temps, on se fait ouvrir le coffre de la voiture. On nous a volé une herse, des tonfas, des casques, des trucs. Il faut voir l'ambiance, quoi. Et à un moment, il y a un mec qui arrive, il veut encore ressortir le gars qui est dans la voiture, mais gratuit, hein. Il fait ça pour un mec, je suis sûr, je sais même pas s'il le connaissait au final ou pas. Et à un moment, il me tire par là. Et déjà, il me chope et il me donne des coups de chaussures dans la tête, quoi. J'avais encore, je crois, le logo Reebok, hein, sur la tête, quoi. Donc là, j'ai encore le logo Reebok. Et là, à un moment, il essaye de me tirer, je résiste, hein. Et à un moment, il me tire par la main, là, il me prend par le doigt. Et je sais pas, j'ai une douleur. Et d'un coup, j'arrive à le repousser, on ferme la porte et on se barre en évacuant, le coffre ouvert et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, donc, moi, on me ramène dans ma voiture. Et là, il y a ce qu'on appelle le TN, on va dire la station directrice, quoi, celle qui gère le département. On nous demande de faire un compte-rendu immédiatement, savoir s'il y a des blessés, pas des blessés. Et ma collègue à côté, elle fait non, il n'y a pas de blessés. Elle me dit ça va, je fais ça va, tout va bien et tout. Et là, moi, c'était une boîte mécanique, la voiture, là, je commence à rouler, à bombarder, là, pour rentrer au commissariat. Et là, à un moment, je sais pas, il y a un truc, je sens bizarre, quoi. Et là, je regarde mon doigt, et je vois mon doigt, au niveau de la phalange, il a arraché, il est plié à 90 degrés, quoi. Mon doigt, il est en train de pendre dans le vide, ici, quoi. Et là, je m'en rappellerai toujours, je m'arrête,
Et en fait, j'ai eu une sueur, et là, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai lâché une galette, quoi, j'ai vomi, quoi. J'ai vu mon doigt à 90 degrés, j'ai vomi, quoi. Ouais. Et en fait, mon cerveau, il a même pas calculé que mon doigt, il est arraché, quoi. Ouais. Du coup, moi, on m'a ramené à l'hôpital. Et, comment dirais-je, enfin, c'était un dimanche, ils sont quand même rentrés à la nuit pour sortir les gars de l'immeuble, parce qu'ils sont cachés après dans des immeubles, plus la collègue qui avait le genou complètement pété, etc. Et on est passé au tribunal, je crois, le lendemain ou un truc. Ils ont rattrapé le gars qui m'a pété le doigt, genre, c'est sûr. Alors voilà, ça c'était merveilleux, ça. Au tribunal, on m'a reproché d'avoir... En fait, on m'a dit que mon doigt il s'était cassé, selon l'avocat, parce que j'étais raciste et que je voulais casser du noir, donc, et que j'avais donné des coups comme ça. Et qu'en donnant des coups, je m'étais cassé le doigt, arrachement. Sauf que c'était un arrachement osseux, c'était pas, je me suis pas pété une phalange ici, Ouais. c'était un arrachement osseux, donc là, Ouais. les deux, ils ont été en prison, quoi. Ok. Donc ça que j'avais arrêté, ou un truc, voilà, ils ont pris des peines de prison. C'est rare, d'ailleurs. Mais voilà, là, ils avaient eu du ferme pour ça. Et donc, ma blessure, pourquoi elle était grave, ça paraît con, mais en gros, je pouvais plus bouger mon doigt. En fait, avant de retrouver l'usage de mon doigt, ça a pris plus de 6 mois, quoi. Ouais, ok. Et j'avais des 4 jours de kiné par semaine, quoi. Avec des ondes, des massages, des trucs. Et après, j'ai commencé à prendre une boule pour rééduquer ma main et apprendre à la faire bouger. Alors, au début, mon doigt, il bougeait un tout petit peu comme ça, mais c'était un miracle, quoi. Je me dis, putain, il est vivant, il bouge. Mais moi, ça y est, j'avais perdu l'usage de mon doigt, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai encore mon doigt qui est gonflé ici. Par exemple, une bague que je rentre ici, elle rentrera pas dans l'autre doigt, quoi. Est-ce que je vais avoir des séquelles plus tard avec les rhumatismes ou pas, je sais pas. Et là, je m'emmerdais, moi, chez moi, je suis resté 6 mois sans travailler, quoi. C'est comme si on m'a coupé les ailes, quoi. Et là, finalement, j'arrive à réintégrer. Donc, on me dit, ok, tu vas réintégrer. Par contre, si tu vas aller sur la voie publique, il faut que tu ailles au centre de tir et que tu tires dans la cible. Je vais vider deux chargeurs, donc c'était à peu près 30 cartouches. Je fais, ok, pas de problème. Mon doigt, en fait, il bougeait pas encore entièrement, quoi. J'avais menti. Parce qu'il était sous attelle pendant au moins 2 mois. Après. Et en fait, il bougeait que comme ça, quoi. Ouais. J'ai dit, oui, il bouge mon doigt. Alors, je suis parti au stand de tir. Et j'ai tiré, mais en fait, je mentais, je tirais pas avec l'index, mais je tirais avec le majeur, quoi. Ouais, comme ça. Ouais. Ok. Et là, franchement, à chaque coup que je tirais, il y avait une douleur qui me passait dans le doigt. Et j'étais en train de retenir ma douleur. Et j'avais des larmes là qui coulaient. Tu vois la larme de douleur là? Pourquoi il pleure? Il est ému de reprendre le boulot. Tu vois la larme de douleur là, à chaque coup, je me disais, allez, il en reste plus que 29. Allez, il en reste plus que 28, quoi. Et des fois, j'en envoyais 2, pam, pam, parce que en police, en général, enfin en tout cas pour nous, on tirait du 2 par 2, quoi. Il donne un coup de sifflet, bim, bim, pam, pam. Après, pam, pam. Après, il me demandait de courir, me cacher derrière un truc, pam, pam. Allez, je me disais, allez, il en restait plus que 18. Allez, il en restait plus que 16, quoi. Et ça faisait mal. Après rechargement, enfin, rechargement d'urgence, bim, je change, mais on sait qu'il me reste 15 cartouches. Et je renchaîne. Et finalement, j'ai mis suffisamment de balles dans ma cible, donc c'est bon, j'étais apte à reprendre. Puis bon, voilà, j'ai repris. Bon, après mon doigt il s'est reconsolidé, il a fallu du temps, il a peut-être fallu 1 an ou je sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on sort dans la rue, on sort pas pour utiliser notre arme. C'est la dernière chose qu'on souhaite. Au début, on est content. D'extrême nécessité. Bah oui, c'est la dernière chose qu'on souhaite pour. D'ailleurs, la meilleure arme qu'on disait qu'on avait, c'était le stylo, quoi. Le mec qui m'emmerde, je le gratte à mort, quoi. Mais on n'est pas des criminels, hein. On n'est pas là pour tirer sur les gens. Mais non, incroyable. Comme ça, quoi. Bon, après, il y a ça. Et après, bon, tout à l'heure, je parlais des corps, des trucs. Là, je parlais d'une intervention où j'ai une blessure. Mais des fois, on est tombé sur des braqueurs de fourgons. Très connus, d'ailleurs, qu'on finit chez nous. Où on peut tomber sur tout. On peut tomber sur des cambrioleurs. Il y a aussi beaucoup de cambrioleurs d'entreprise, aussi. Ok. Des choses comme ça. Des vendeurs de drogue. De tout, quoi. De tout, des nourrices. Et tu faisais partie de la police nationale? Nationale, ouais. Ok. Nationale. Et on avait aussi, par exemple, voilà, moi j'ai vu par exemple des enfants frapper leur mère, quoi. Un gamin que 15-16 ans, parce qu'il fume un joint dans sa chambre, sa mère elle est pas d'accord, il la frappe. Donc ça j'en ai eu 2 ou 3 peut-être dans ma carrière. Et une fois j'ai eu une fille qui frappait sa mère, quoi. Et ces 2 ou 3 que j'ai eu, c'est des gens qui ont composé le 17. Parce que quand ils se sont fait frapper, ils ont pas fait le 17, quoi. Bah ouais. Donc on est dans une génération où ça va pas, quoi.
Compliqué. Une génération où voilà, il y avait peut-être pas ça avant. Moi, c'est inconcevable. La première fois d'ailleurs qu'on m'a dit Qu'un enfant Oh, tapait sa moi je lui mère. dis non, non, je lui ai pas dit, j'ai pris la poire, hein, je me rappelle, j'étais assis à droite, je leur ai dit non, je veux pas le témoin, j'ai dit donnez-moi, comment on appelle ça, le descriptif du mise en cause. On me dit non, non, mais le mise en cause c'est bien l'enfant, quoi. Parce que dans mon cerveau c'était inconcevable qu'un enfant frappe sa mère, quoi. Mais ça existe. Et après on s'aperçoit aussi que il y a des gens, il y a des gens qui font des conneries, ils sont très bien, hein. Des fois ça m'est arrivé de ramener des gens en prison, on se serre la main, quoi. Mais on s'aperçoit qu'il y a des gens, ils ont plus d'âme, quoi. C'est des corps sans âme, quoi. Ces gens-là, ils ont aucune pitié, quoi. Je crois qu'on a assez parlé de choses violentes. Et ils vont se dire, non, c'est devenu trop violent. Du coup, Mais t'avais des après, ça. il y a T'avais des, des. il y a pas que Dis-moi. du violent, hein. Je veux dire, il y a aussi des fois, on sauve des gens, des accidentés de la Ouais, route, bien sûr. des incendies. Voilà, on retrouve un enfant perdu. Ouais, ça, il y a toujours des bonnes news. Bien sûr, ou une femme je sais pas moi, qui allait se faire violer ou qui s'est fait violer, des cambrioleurs, par exemple, ou quand on intervient chez les gens parce qu'ils se sont fait cambrioler. Ouais. Voilà, donc ça, ils sont contents. Et du coup, là, t'avais fait les 5 ans dans la police. Ouais. Tu nous as raconté toutes ces belles expériences. Belles, vous, je sais pas. Très Mais bonne pour moi, c'est une c'est très bonne ça, expérience bonne et c'est très expérience. formateur, quoi. Mais ça correspond à ta personnalité, quoi. Et ensuite, après ça, du coup, là, on a parlé un peu de tout ce parcours-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est devenu le Sam d'aujourd'hui? Le Sam d'aujourd'hui, alors j'ai quitté la police. Après, entre-temps, j'ai eu un tabac. J'ai fait ça pendant un bon moment. Donc là, j'étais pas fonctionnaire, mais j'étais un peu auxiliaire des douanes, hein, parce qu'on dépend de la douane. donc là, c'était un autre mode de vie, hein. Là, j'avais énormément de boulot, mais je vivais très bien, quoi. Donc ça m'a permis de passer mon permis moto, que j'ai passé sur circuit d'ailleurs, en accéléré. Et après, j'ai commencé à faire un peu de compète en moto. Enfin, je faisais beaucoup de circuits. Et après, du coup, j'ai arrêté et j'ai voulu quitter absolument la région parisienne. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai choisi d'être chauffeur VTC pour pouvoir travailler là où je voulais en France et en me permettant de découvrir les régions. Donc j'étais un peu dans le nord de la France, côté Lille, où c'était sympa. Entre-temps, j'ai continué toujours. J'ai arrêté le hacking depuis un moment, mais j'ai toujours gardé un côté, on va dire, un peu artistique. Donc je produisais aussi des personnes pour la chanson. Donc je réalisais des enregistrements, des choses comme ça. Et après, j'ai décidé de partir en région lyonnaise. Et vu que j'aime toujours mes passions, bah, je me suis dit. Ah oui, j'avais aussi passé mon brevet de plongée. J'ai Ça, passé mon brevet de plongée aussi ça quand va j'ai pas s'arrêter quitté. au niveau des brevets, je crois. Donc, brevet de plongée, j'ai passé le niveau. Non, j'ai passé ça à Montpellier. J'avais fait mon premier baptême de plongée, c'était à Dubaï. J'ai plongé dans un aquarium, dans un hôtel qui s'appelait l'Atlantis, où il y avait plus de 5000 poissons. Tu connais? Ouais, je connais. Ah, bah, j'ai là-dedans, j'ai une vidéo. J'ai une vidéo où je plonge dans cet aquarium, c'était génial. Par contre, j'avais rien pigé, il me parlait en anglais. Il m'a fait remplir un QCM. Parce que là-bas, c'est une décharge un peu, hein, comme aux États-Unis, quoi. On remplit une décharge pour plonger. J'ai rien compris du tout, j'ai coché. Ouais. Ah, il me dit c'est bien, mais vous pouvez aller plonger, quoi. Donc là, il me tenait à la bouteille, c'était un brevet. Mais en fait, l'erreur que j'ai fait, au niveau de la décompression, je décompressais en montant, c'est la chose à pas faire. Je me suis limite presque pété le tympan. Mais j'ai quand même adoré, quoi. C'était magnifique. Et un jour, bah, je suis retourné à la plage avec des amis à Montpellier. Ils m'ont fait un baptême, je fais oh, c'est pourri, nanana. Mais là, on plongeait dans la mer, en plus, ça fait peur, hein. C'est pas comme dans un aquarium. Et là, je sais pas, j'ai tellement aimé. Et là, je leur ai dit, il me reste encore 10 jours de vacances, ou 8 jours. Je fais, est-ce que je peux passer mon brevet de plongée? Ils m'ont dit, mais un brevet, ça se passe pas en 8 jours, quoi. Ils m'ont dit, il faut faire un minimum, je sais plus combien, moi, de 20 plongées, ou je sais plus combien, pour le valider, quoi. Ah, je lui ai dit, ouais, mais il me le faut, quoi. On m'a dit, bon, écoute, tu vas plonger 3 fois par jour, quoi. Du coup, je rentrais le soir, j'étais KO, j'ai même pas profité des vacances. Même une fois, il y avait une tempête et tout, j'ai plongé en pleine tempête, ça fait trop peur, quoi. Et une fois qu'on plonge, il n'y a plus un bruit sous l'eau, quoi. Par contre, c'est agité en dessous, hein, mais il n'y a plus un bruit, quoi. J'ai plongé dans le froid et tout. Et j'ai validé mon examen, et là, j'ai eu mon niveau 1, quoi, de plongée, quoi. Donc ça, c'était un truc que je voulais. Et en fait, j'aime bien, moi, tous En fait, je sais pas si j'aime les sports extrêmes ou les sports de précision, quoi.
Parce qu'en plongée, on peut pas rigoler, la moindre erreur, on est mort, quoi. Sous l'eau. La moto, pareil. La moto, quand on roule sur circuit, la moindre erreur ou la moindre inconscience, bah, ça pardonne très peu, quoi. Et là, bah, du coup, après, je suis parti donc en région lyonnaise. J'aime la musique, donc du coup, je prends des cours de guitare aussi. J'ai pas de limite, hein. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais dans ton studio, et j'ai vu que tu avais un petit écran, un petit clavier. Un fameux clavier qui est très connu, le Akai, le MK2. Donc de nom, je connais déjà parce que j'aime la musique. Ouais. Tu vois, je m'intéresse à énormément de domaines. domaines. On s'appelle dans les... j'étais sur mon PC et en fait on avait un logiciel à l'époque qui s'appelait Adibou, donc c'était pour apprendre le français, les mathématiques et les trucs, c'était vraiment un truc génial sur disquette. Ouais. Et en fait, ma mère venait à surveiller, je faisais mes trucs, et dès qu'elle partait, j'avais un raccourci et je lançais mon jeu d'avion. J'avais mon premier jeu d'avion de chasse qui s'appelait Tornado à l'époque, c'était un jeu... C'était moche, hein, maintenant, regarde, c'est ultra moche, quoi. Normal. Mais à l'époque, c'était un truc de malade, quoi. On passait de l'Atari, hein. L'Atari, par exemple, on jouait, c'était un jeu de ping-pong, 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 et on passait des heures là-dessus, abruti, quoi. Mais aujourd'hui, quand tu vois des jeux comme Microsoft Flight Simulator, t'en penses quoi? Est-ce que c'est réaliste? Franchement, j'ai le dernier, Ouais. le 2024. Ouais. Je suis pas sur PC, je suis sur... Alors, moi, personnellement, sur console, il est ultra réaliste. On sent pas les effets quand l'avion va tomber. Par contre, des fois, en pilote en simulateur, il y a un jeu qui s'appelle X-Plane, qui est le concurrent, on va dire, de Flight Simulator. Il est moins beau, mais par contre, les comportements, d'après les professionnels, ouais, parce que, par exemple, quand je suis sur simulateur, j'ai le manche, j'ai le trim, j'ai le palomnier, etc. Ils disent qu'il réagit quand même plus réellement que Flight Simulator sur un avion, quoi. Parce que c'est la réaction de l'avion, on sait pas vraiment. La base, oui. Par contre, Flight Simulator, il est magnifique. Et en plus, 2024, ils ont cartographié toute la Terre. Ouais. Et c'est vraiment les vraies maisons, etc., quoi. Oh, c'est incroyable quand tu vois ça. Tu te dis, allez, je vais aller chez moi. Il y a la météo en temps réel par rapport à la réalité, quoi. Et il y a le trafic aérien en temps réel, quoi. C'est incroyable. Et ça, je savais pas. J'ai vu Ah non. que le nouveau était sorti, mais... Alors si en plus de ça, maintenant... En plus, ils m'ont envoyé un questionnaire dernièrement, Flight Simulator, à remplir. Je leur ai proposé une idée qui était géniale. Peut-être que si quelqu'un de Microsoft me voit ou pas. Moi, j'ai dit pourquoi ils n'utiliseraient pas leur intelligence artificielle copilote, par exemple, et qu'ils l'intègrent dedans, pour avoir, par exemple, un contrôleur aérien. Par exemple, au lieu de jouer avec quelqu'un qui me répond, bah, le contrôleur aérien, je lui donne ma position, et lui, il comprend que je lui donne ma position, il me répond, il me dit « Ok, pour l'avion, immatriculé, nanana, autorisé à atterrir, autorisé à décoller », enfin des trucs comme ça, quoi. Ou quand je change de ville. réalisme, quoi. Mais c'est possible, c'est possible. Ouais. Et ce qui est extraordinaire avec Microsoft, Flight Simulator, moi je savais pas d'ailleurs, je me suis jamais intéressé à ça, mais c'est un studio français qui a réalisé le jeu à Bordeaux, quoi. Et franchement, il est très 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 bien. Vive la France. Ah bah là, non mais en français, on est quand même bon dans les jeux, on a quand même Ubisoft. Ubisoft, c'est français? Oui, Ok. je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est français, on Ok, peut je demander à savais l'IA. pas. Ouais. Parce que ouais, je vois souvent Ils ont des soit, en studios à gros, c'est l'étranger. développé Ubisoft France ou Canada, etc. Oui, mais là-bas, C'est- je crois c'est que français. il me semble que c'est français. Ils en ont Ok. aussi au Maroc, hein, ils ont un Ouais, très ouais. gros studio à Casablanca, je crois. Mais oui, c'est français, Ubisoft. Et là, le truc, là, le jeu, là, le Flight Simulator, il est fait à Bordeaux, quoi. Donc c'est quand même un... C'est local. Ouais, c'est local, mais très bien fait, quoi. C'est Très, pas ouais, très beau un jeu jeu. pourri, quoi. Donc c'est un très 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 connu. beau jeu. Jusqu'au jour où j'avais un peu plus de temps en faisant ce métier. Pourquoi je disais tout à l'heure, je me vois pas dans un bureau, donc là, avec mon métier, je peux fixer mes horaires comme je le souhaite, quoi. C'est aussi un avantage. C'est un métier pénible, mais c'est un métier... Ouais, où tu choisis tes horaires. En fait, j'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire, quoi. Je suis Ouais. un peu comme Jarod dans la série Le Caméléon, le mec, on le voit un peu partout. J'ai toujours fait ce que je voulais faire et j'ai toujours kiffé la vie. Et là, je me suis dit, eh ben écoute, on a suffisamment volé sur simulateur, et ben là, on va s'inscrire en école d'aviation. C'est une dinguerie. En école d'aviation, ouais. Ça fait combien de temps? Je me suis inscrit, on est quoi là? On est On est en février. à peu près 6 mois, quoi. Ok. Et ça se passe comment en fait? C'est pour génial. piloter des gros avions? Là, je kiffe. Moi, je pilote sur Cessna, donc alors on passe le PPL, donc ça, c'est une licence que tout pilote est censé avoir, quoi. Ok. Et après, on vient rajouter des licences plus, en gros, spécialisées, entre on va dire guillemets. des qualifications, quoi, supplémentaires. Par exemple, moi, je vole sur Cessna, je passe mon examen pour ça. Donc, je me prépare à la théorie, à la pratique. Une fois que j'aurai ce diplôme, cette licence, eh ben,
On peut rajouter des qualifs spécifiques, c'est-à-dire le convertir en licence professionnelle pour transporter des gens et pouvoir facturer, parce qu'on n'a pas le droit de facturer en attendant. On peut partager les frais, mais on n'a pas le droit de facturer. Donc je la convertis en licence professionnelle. D'ailleurs, dans Flight Simulator 2024, c'est bien fait, parce qu'on a ces épreuves. Et après, je peux passer la qualif, qui est quasi obligatoire pour tous, vol de nuit, vol aux instruments, vol en montagne. Un mec qui va piloter un Boeing, il sera obligé d'avoir ça, quoi. Ouais. Donc après, on a ces qualifs bimoteurs, etc. Et on peut être... tout le monde pense à pilote de ligne, hein, comme pour Air France ou des trucs, mais il y a plein d'autres pilotes. Il y a des jets privés, il y a, je sais pas moi, ceux qui larguent en parachute, et il y a des pilotes, je sais pas moi, des baptêmes de l'air, on peut être instructeur. Avec Flight Simulator, il y a même les pilotes qui balancent de l'engrais là sur les champs, quoi. Ouais. Voilà, il y a ça. Oui, la publicité, là, ceux qui volent devant la plage là, avec le bandeau publicitaire, il y a les pilotes de Canadair, il y a des ambulances en avion. Donc après, on peut faire ce qu'on veut, ça peut être une passion comme ça peut être un métier. T'as un objectif à terme? Non, pour Ou le moment, c'est c'est vraiment qu'une... passion? Pour moi, c'est qu'une passion. Après, si par exemple, j'arrive à financer, je sais pas moi, quelques vols, si j'arrive à obtenir ma licence et que je peux faire quelques baptêmes de l'air et où... Parce qu'une fois, pour préserver sa licence, il faut voler un certain nombre d'heures tous les ans, quoi. Donc si j'arrive, on va dire, à financer avec quelques vols, ça peut être cool. Mais principalement, moi, je le fais pour la passion, quoi. Et ça coûte cher? Ça... Ça se passe comment? Il y a deux types de formations. Si on veut être pilote de ligne, Ouais. c'est-à-dire partir sur un campus et au bout de 2 ans sortir pilote pour Air France, ça c'est possible, mais ça coûte très cher, quoi. Là c'est vraiment le summum, quoi. C'est vraiment toutes les étapes, et plus la TPL, etc. En général, les formations, moi ce que j'ai vu sur internet, ça entre 90 000 euros et 130 000 euros, quoi. Celle que toi tu fais? Non, pas la mienne. Non, mais pour vous montrer l'exemple. Eux, ils ressortent, ils sont sur un campus 8 heures par jour, ils ressortent 2 ans pilote garanti, quoi. Ok. Il y a même des écoles à 10, si le mec il est pas pilote au bout de 2 ans, s'il a foiré sa formation, on lui rembourse, quoi. Mais là, les gens ils prennent des crédits avec les banques parce que les banques elles suivent parce qu'il voilà, il va commencer sa carrière avec un bon salaire qui va lui permettre de rembourser comme quelqu'un aux États-Unis. Moi, pour une pilote, pour quelqu'un qui passe sa licence de son PPL, moi je la passe en modulable, donc c'est-à-dire que je travaille et que je paye au fur et à mesure. Selon les aéroclubs et les avions qu'on a, la qualité des instructeurs, etc., je pense que ça commence peut-être à 6 000 euros jusqu'à peut-être 12 000 14 000 euros, je pense. Et selon l'assiduité de la personne, c'est comme si on a une auto-école et que j'achète un forfait avec 20 heures, quoi. Si je suis une quiche et qu'il me faut 40 heures, il me faudra... peut-être ça me coûtera le double de ce que je viens de dire, quoi. Mais en général, c'est dans ces prix-là, quoi. Quelqu'un qui est dans un aéroclub, je sais pas moi, à Maubeuge, dans le nord de la France, il va pas payer le même prix que quelqu'un qui est à Lyon, quoi. Ouais, c'est sûr. Et là, du coup, tu nous as parlé un peu de ce que tu fais. Ça fait quoi de piloter, en vrai? Parce que, attends, t'as permis voiture, permis moto, t'as fait de la plongée. En gros, t'es allé sous l'eau, t'es allé dans les airs. Le brevet de plongée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu sers aujourd'hui ou... Brevet de plongée? Ouais. Personnellement, non. Mais au moins, tu l'as fait. Mais une fois, par exemple, la dernière fois, j'étais à Cannes. Je me suis dit, tiens, je rentrais à Paris. Ouais. Non, je rentrais à Lille, Ok. encore pire. Je suis parti les voir, je leur ai dit, est-ce que je peux plonger? Ils m'ont dit demain matin. J'ai dit, ok, j'ai prolongé mon séjour. Je suis parti le lendemain, on avait rendez-vous à 9h ou 10h. J'ai plongé, j'ai pris mon maillot sous la combi, le même maillot là qu'on met pour à la piscine, quoi. Ouais. J'ai plongé avec mon truc, du coup, nickel avec eux. C'était trop beau. J'ai kiffé ma life. Je suis ressorti. Je suis parti en claquette avec mon maillot et un t-shirt et je suis rentré à Lille encore rempli de sel, quoi. Mais c'était magnifique, quoi. Maintenant, je peux plonger où je veux, quoi. Après, bon, je pense que quand on a un truc comme ça, même si on a la licence, je pense que c'est bien quand même de refaire des remises à niveau tous les ans, parce qu'on oublie. Moi, par exemple, là, j'ai pas plongé depuis, j'ai pas eu le temps avec, parce que j'ai aménagé à Lyon, etc. J'ai pas eu le temps, mais j'ai peut-être pas plongé depuis 2 ans. Là, si j'y vais, je vais leur dire voilà, j'ai pas plongé depuis 2 ans, j'ai besoin d'une remise à niveau. Donc il y a quelqu'un qui va me surveiller pendant que je plonge, histoire de reprendre mes habitudes. Et une journée, et après ça y est, je peux replonger tout seul. Et comment tu fais pour concilier vie de famille et toutes ces passions-là? J'ai pas de vie de famille quasiment. J'en ai pas. Genre, mais t'as combien? T'as 2 enfants, ça? Ouais.
Et ouais, c'est quoi, genre, ça veut dire que tu passes très peu de temps avec eux, non? Exactement. Bah, de toute façon, je suis séparé, donc. Ouais, non, mais ça veut dire en gros, ouais, tu les vois de temps en temps, Ah quoi. oui, oui, je les vois, oui, en garde partagée, etc. Ouais. Mais c'est un peu une vie de baroudeur, quoi. On Ouais, peut pas parce que avoir sa ouais, vie. ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est Et- que si t'étais entre guillemets pas séparé, que t'avais tes enfants à la maison tout le temps, ouais, ça aurait été. Non, c'est pas possible. Ouais, C'est pas possible. Ou sinon, on peut les avoir. Il y a des gens, par exemple, qui sont comme ça, mais bon, soit ils ont des nounous pour les garder, ou de la famille, ou le grand-père, ou des fois il y a la mère qui passe du temps avec ouais, eux, ouais, et on arrive. Non, on peut faire les deux. ouais. Mais il y a aussi très peu de femmes ou de maris qui accepteraient. Bien sûr Je que. dis de femmes ou de maris parce que la dernière fois j'étais avec une cliente, elle a fait le saut en parachute, quoi. Son premier saut qu'elle a fait en parachute, il est tombé dans une centrifuge, ou je sais pas, en gros, c'est une chute libre où il faut que le parachute ne s'ouvre pas, ils sont emmêlés, ils ont dû couper des cordes et tout. Et malgré ça, elle a voulu passer son brevet de parachutiste. Comment ça, je le ferais pas. Ouais. Mais elle, malgré ça, elle a continué. Donc c'est un truc où il faut y aller régulièrement, sauter, etc. C'est dangereux. Il peut y avoir des accidents. D'ailleurs, ils ont été blessés le premier saut. Donc c'est pour ça que je dis que son mari, il faut qu'il accepte ça, quoi. Moi, personnellement, j'aurais une femme, elle fait un truc dangereux comme ça. Bah, ouais, on n'est ça pas trop pour. Bah non, C'est je serais pas normal. pour, surtout quand on a des enfants, quoi. Bah ouais. Je veux C'est dire, ça, voilà. c'est quand t'as des enfants, tout change. Bah, tout change Bah, je parce dis ça qu'on comme si j'avais des enfants. on se dit, elle va laisser des... Non, mais c'est logique, quoi, c'est Ouais, l'instinct, c'est quoi. ça. Laisser des orphelins. Se Ouais, retrouver- sinon ils vont finir par se faire arrêter par la police parce qu'ils sont en train de fumer des gens devant des Ça, maisons. ils sont même pas Débat orphelins, ceux-là. parallèle. Ceux-là, ils sont pas orphelins, mais c'est des parents, ils les ont délaissés, quoi. C'est ça. Ils les ont Ok, complètement très délaissés. intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu ma première fille quand je faisais de la compétition de moto, j'ai arrêté. Des fois, ça m'est arrivé de dormir à la Belle Étoile, comme des fois, je prenais un petit hôtel. Parce qu'en moto, c'est beaucoup plus fatigant qu'en voiture, non? Ah, largement. Il faut être préparé, on part pas comme ça en moto. Il faut faire du gainage, des pompes et des trucs au moins 6 mois avant. On Ouais. part pas comme ça, il y a des étirements, sinon le mec il est mort, quoi. Ouais. Et on a aussi des fois on a des crises d'hypoglycémie, on est obligé d'avoir des confitures, enfin des espèces de compotes, hein, qu'on achète pour les sportifs. Sinon on est mort dans le désert ou en Espagne. Moi j'ai traversé du côté quand j'arrive à Séville, là il y a des routes. Ah, c'est le Texas, hein. Ouais. Je me dis, faut même pas que la moto elle lâche. Ouais. Sinon, je suis dans la merde. Là, je vais me faire bouffer par un scorpion, quoi. Donc, non, c'était vraiment excellent. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui me suivent ou qui aiment mes histoires parce qu'en fait, ce que je fais, en fait, c'est beaucoup auraient kiffé faire ça, mais ils peuvent pas à cause de leur vie de famille. Moi, j'ai eu la chance de faire vraiment tout ce que j'aime faire, quoi. Même par exemple, hein, je parlais tout à l'heure Flight Simulator. Prenons Flight Simulator. Flight Simulator, même si je vole sur Simulator, ça prend des heures et des heures. Prenons quelqu'un qui travaille, rentre chez lui le soir, il va sur Flight Simulator, mais sa femme va lui dire, je sers à quoi, moi ? C'est pour ça que ça, c'est des trucs qu'on peut pas. Il y a beaucoup, ils aimeraient, mais ils peuvent pas, ou sinon il va peut-être jouer le dimanche matin. Voilà, mais il va moins bien kiffer que quelqu'un qui peut passer le temps qu'il a envie de passer. Moi, c'est une question que je pose souvent pendant mes podcasts. C'est pour finir. Pour toi, ça serait quoi la représentation de la réussite pour toi aujourd'hui? Bon, t'as accompli énormément de choses, parcours très inspirant, mais plus tard, t'as envie de faire quoi? Est-ce que t'as des nouveaux objectifs ou est-ce que... J'ai toujours une soif de m'enrichir. Donc, j'ai toujours une soif de découvrir des choses, de m'enrichir. En fait, mon cerveau, il tourne toujours à l'heure. En fait, moi, je peux pas me contenter de rentrer chez moi le soir et de regarder la télé et de se dire, ça y est, je suis rentré, ça s'arrête là. Non, il faut toujours que je découvre quelque chose de nouveau ou autre. Quand j'aurai fini avec ma licence de pilote, je vais découvrir un truc. Et bon, ça, c'est un truc qui est prenant quand même. Donc, je vais voler, je vais découvrir des trucs en heure de vol et tout. C'est quand même quelque chose qui est génial, quoi. Mais je sais pas, moi, demain, je voudrais toujours découvrir des choses, quoi. Réussir ou pas, bon, il y a la réussite certes financière dans la vie qui est importante, mais pourquoi moi dans ma vie j'aurais réussi? Bah parce que si demain je meurs, je serais heureux, quoi. J'aurais profité, quoi. Pas de regret. Ah, aucun regret. Aucun regret, je me suis éclaté, je kiffe la vie, quoi. J'ai kiffé ma vie, quoi. Ouais, ça sort. Donc si demain je suis plus là, au moins je partirai heureux, quoi.